Cascodeurs Podcast, épisode 326. Interview assistant de code IA avec Philippe Charrière et Kevin Aubry. Enregistré le 8 avril 2025. Bon, bonjour à tous et merci d'être là pour ce live. Ça me fait bien plaisir parce qu'on retourne à une interview. En plus, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, d'une curiosité pure, quoi. Après, en plus, je sais que Arnaud, c'est un peu plus que de la curiosité. Monsieur doit le mettre en place dans son travail. Voilà, du coup, on va discuter des assistants de code aidés par l'intelligence artificielle et en particulier l'intelligence artificielle basée sur les LLM, la GenAI, comme on dit. Voilà, et pour ça, attendez, déjà on va lancer l'épisode, ça serait peut-être pas mal. Alors, on va mettre le média de musique. 3, 4. Bonjour et bienvenue dans un épisode qui pour l'instant n'est pas numéroté, les Cascodeurs. Mais ça arrivera très bientôt. Je me réserve le droit de ne pas avoir le temps de le faire avant une conférence qui arrive la semaine prochaine. Et du coup, donc, comme je vous disais, on va discuter d'assistants de code assistés par GenAI, non pas en tant que des gens qui l'ont implémenté, mais en tant que des gens qui l'ont exploré ou des utilisateurs, que ce soit dans leur travail ou à côté ou les deux. Et pour ça, on a Kevin et Philippe qui nous rejoignent et Arnaud qui est très intéressé par ce sujet. Du coup, il vient aussi. Alors, déjà, bonjour à vous et merci d'avoir accepté ce petit saut dans le vide. C'est la première interview vidéo avec des non-cascodeurs tatoués de naissance. Donc, déjà, il y a Kevin. Je te laisse te présenter. Salut tout le monde, donc moi je m'appelle Kevin, je suis suisse à la base, pour ça l'accent, et là j'habite à Singapour, ouais. C'est soit belge soit suisse, mais dans ce cas-là c'est suisse, et donc là je suis à Singapour depuis une dizaine d'années, voilà. Je travaille en Suisse avant comme software développeur, et là maintenant à Singapour je suis donc CTO, donc je regarde toute la partie développement, stratégie technologique, innovation aussi de la boîte, chez Palo IT, depuis une dizaine d'années là. D'accord. Et tu voulais faire un petit avertissement, c'est qu'il est possible qu'il y ait du franglais vu que ta vie est vraiment beaucoup en anglais. Exactement. Donc ça nous arrive aussi à nous assez largement, donc nous on t'excuse, mais voilà, un peu d'indulgence par ceux qui nous écoutent. Merci, Voilà, c'est et puis gentil. on a Philippe Charrière qui a pas mal bourlingué dans l'univers Java, donc qui est connu des cascodeurs. Et on va quand même te laisser te présenter parce que on espère d'avoir des petits genoux avec les vidéos. Donc, bonjour, moi c'est Philippe. Alors, passer en vidéo au Cascodeur, c'est une deuxième consécration pour moi, puisqu'il y a probablement une dizaine d'années ou peut-être plus, j'ai entendu mon nom dans une rediff des Cascodeurs par Antonio. Et je me dis, mais on parle de moi, j'étais dans le train, personne ne pouvait comprendre pourquoi j'ai fait une petite danse de la joie dans le TGV. Donc, deuxième effet waouh pour moi. Alors moi, j'habite à Lyon. Pour les Lyonnais, j'ai un accent plutôt du sud parce que j'arrive pas à parler comme les Lyonnais. Et je suis solution architecte chez Docker depuis un peu plus d'un an. Et ma vie par rapport au LLM s'est accélérée chez Docker et par rapport aux assistants de code, ça avait un peu commencé chez GitLab avant. D'accord. Donc c'est dans le cadre de ton travail que tu explores ça ou c'est aussi parce que tu as beaucoup de projets un peu perso d'exploration de choses diverses et variées? En fait, j'ai une chance énorme, c'est que souvent j'arrive à mixer ce que je fais pour m'amuser et ce que je fais pour le boulot. Parce que de base, je n'aime pas travailler de toute façon. Donc heureusement que j'ai trouvé ce taf. Sinon, ma vie sera un enfer. Quand je suis arrivé chez Docker, alors, je suis dans l'équipe Customer Success, ceux qui tiennent la main au client et qui font tout ce qu'ils peuvent pour que le client parte pas. Et une Customer Success Manager anglaise me dit on a un client, alors c'est un gros compte, qui veut à tout prix qu'on leur parle de Docker et la GenAI, donc Generative AI Stack.
moi, je venais d'arriver, tu vois, de deuxième semaine ou un truc comme ça. Je vais pas dire, ouais, non, ça m'intéresse pas. Et le, le, quand j'ai commencé à creuser, j'ai rien trouvé en fait dans le fond documentaire de Docker. Docker, avant que j'arrive, avait juste fait une présentation de ça Ouais. à la DockerCon avec des gens de Neo4j, Ah, Olama avec GraphQL, enfin le et Graph, ouais, ceux de GraphRag. Langchain et notre CTO. Donc à ma réunion d'équipe suivante, je dis à mon boss, ouais, on a quoi? On a comme slide, comme truc. Il me fait, on n'a rien. Ouais, conférence level Et product, ça sent là. voilà. Donc et comme j'aime pas parler de quelque chose que je ne comprends pas, je me suis engouffré là-dedans et c'est devenu un peu une addiction. Et je m'amuse même à faire tourner des LLM sur des Raspberry Pi. Ce qui est normalement, c'est pas l'objectif, mais Ouais, j'aime bien montrer qu'on peut aussi faire avec pas grand-chose et peu de moyens et puis avancer là-dessus. Donc ça, c'est ma d'accord. relation. Donc ouais, c'est un mix job, passe-temps, hobby. D'accord. Allez, bah, une petite intro de la techno, on va parler de 5-10 minutes. Bah, déjà, c'est quoi un assistant de code? Alors, bon, pour ceux qui sont sortis de VI, il y a la notion d'autocomplétion déjà. Alors, Visual, Visual Studio pour les très vieux, le premier, avec je sais plus comment ils appellent ça. IntelliSense, ou non, pas IntelliSense, IntelliSense, je crois, IntelliSense, ouais. voilà. Ouais. Ensuite, bah, Eclipse nous a amené ça dans l'univers Java avec les Eclipse 1 et la suite. On a eu les langages serveurs protocole, mais ça, c'est pas de l'intelligence artificielle. Alors, c'est quoi la différence là? Ah, c'est une bonne question, et pour être franc, je cherche aussi encore la réponse. Hmm. Mais en fait, pour moi, la différence, comme j'explique, c'est que comme c'était avant, avec tous ces IntelliSense et ce qui était arrivé, c'était un peu comme si on parle et qu'on cherche nos mots, ça prédit un peu la suite, donc ça permet de nous donner le prochain mot, mais ça n'a pas vraiment le contexte en fait de vraiment ce que j'aime préférer, l'attention, le code en fait en lui-même, ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, et vraiment mon projet en lui-même. Et donc en fait, en ajoutant l'AI là-dedans, ça permet de rajouter beaucoup plus d'informations qui dit qu'en fait, ce qui est généré par l'AI est euh, euh, beaucoup plus précis et vraiment il y a l'attention qui est prise en compte, plus que juste qu'est-ce qu'est le prochain mot. Et puis l'autre chose, après, c'est un petit peu en dessous pour le coup, c'est un peu sous le capot, mais IntelliSense, je suis très probable que ça s'appuie sur des règles du genre, je sais que tu es dans un contexte où tu as le nom d'un objet que je connais parce que je connais ta structure de code, et quand tu tapes sur point, eh ben, on va chercher la complétion de la méthode, par exemple, ou voilà. Ouais. Bah, Et puis, l'IntelliSense, je crois, utilise l'arbre syntaxique du langage d'accord. que tu utilises pour faire cette. C'est même pas de la prédiction, en fait, il fait. Je sais pas Ouais, il comment affiche ça tout, là. s'appelle, mais Ouais, la c'est ça probabilité qui permet de sur trouver des méthodes associées à un objet. Ouais. Ce qui va pas être le cas pour la partie LLM, en fait, complétion de Ouais. code via LLM, parce que bah, souvent tu t'aperçois que en fait le copilote ou équivalent te génère du code, tu dis ouais c'est super, il a fait le truc pour moi, et puis après tu vois que tout se souligne en rouge parce que en fait Il l'ASP a ils s'en codé comme foutent. toi. Non, non. D'ailleurs, ouais, donc tu parlais de Copilot, donc on parle de GitHub Copilot ou peut-être parce que Microsoft Copilot c'est une brand, donc je pense que tu parles de GitHub Copilot. Est-ce qu'il y en a d'autres des outils là Alors qui avant sont Copilot, populaires? j'utilisais, alors ça s'écrit Code IOM, CODE-IUM, Codium, ok. qui est plutôt performant, hein. Alors je ne l'ai pas utilisé depuis un moment, mais il y a 2 ans, il y avait déjà tu pouvais avoir un plan gratuit, mais il était aussi puissant, à mon avis, enfin dans l'utilisation que j'en avais que Copilot, voire même je le trouvais moins intrusif en fait. J'avais Ouais. l'impression qu'il savait à l'avance que j'allais faire un copier-coller, par exemple, que j'allais dupliquer du code, et il me faisait des propositions, Te alors taper sur la main. que c'est ça. Alors que Copilot était plus à vouloir écrire du code dans mon éditeur, et ça m'énerve. Et pendant longtemps, je l'ai désactivé en fait. Et puis, quand j'ai commencé à utiliser Codium, j'étais chez GitLab, et c'est là où GitLab avait commencé le développement de GitLab Duo. Donc, on va dire un concurrent de Copilot. Alors avec
GitLab Duo, c'est plus une intégration de plein de choses dans tout l'univers GitLab. Et il y avait une partie dans l'éditeur. Et, euh, et donc, j'ai pu voir les progrès des équipes. Parce qu'au début, j'ai explosé de rire avec les résultats, quoi. Mon boss disait, tu veux pas faire des démos avec au client? Je suis dit, mais hors de question. Ils vont me prendre pour un peintre. Mais parce qu'on partait de rien, quoi. Alors maintenant, comme j'ai plus accès à du GitLab, alors je crois que c'est une version payante. Et il faut avoir Ultimate, ou enfin à l'époque il fallait avoir Ultimate, donc je ne sais pas comment ça a évolué. J'ai des anciens collègues qui font des démos, j'ai vu des vidéos, a priori ça devient super intéressant. Moi j'avais vu surtout l'intégration dans GitLab. Tiens, Emmanuel Hugonnet dit que, ouais, mais Codium IUM ou Code avec un E et IUM après. Ça c'est la remarque d'Emmanuel. Faudra qu'on vérifie. Emmanuel Hugonnet, oui. Voilà, donc pendant longtemps j'ai pas eu de pardon. GitHub Copilot. Je l'ai depuis que je suis chez Docker, mais avant j'utilisais d'autres outils, mais on va dire similaires, avec le même objectif. Ouais. Et toi, Kevin, tu Il y en a- utilises quoi? Ben, ça dépend pourquoi en fait. Au travail, typiquement, j'utilisais pas mal GitHub Copilot. Ouais, Les dernières versions en Insiders, par exemple, vu qu'ils ont ajouté il y a l'agent, par exemple, dedans, plein de features qu'on pourra en parler. Mais j'ai aussi ouais. expérimenté avec Windsurf. Donc Codium aussi, ils ont fait Windsurf, qui est leur IDE, qui était très intéressant. Parce que je crois que c'était les premiers à vraiment avoir un peu de l'agent intégré dans l'IDE. Il y a aussi Cursor, qui est très très connu maintenant, qui a décollé les derniers 6 mois. Il y a deux trois autres qui sont. Il y avait Tab9 aussi à l'époque, que j'avais testé un petit peu, qui était intéressant. Et puis je crois que récemment, il y a Trae, T-R-A-E, qui est celui de Biden, ceux qui sont derrière TikTok, qui ont développé leur propre IDE. Après, il y a toujours ce JetBrains, qui je crois qu'il s'appelle AI Assistant, si je me trompe pas, et qui sont en fait travailler sur Juni, Génie. Jenny, qui est en early access, Jenny, ouais. Donc c'est un peu ceux que j'ai un peu, je me suis amusé avec. après, il y Aussi en a Claude d'autres. Code, t'as Claude Code aussi côté Anthropique, où là c'est Hmm. en ligne de commande qu'ils ont fait ça. C'est tout neuf, ça, Claude Code, Ah, mais C'est très récent. t'as Cursor AI, tu ouais. as, juste pour en lister certains, tu as effectivement prendre ton chat GPT ou ton Claude Sonnet et de faire du copier-coller. Peut-être qu'on parlera un petit Ouais. peu de ces approches-là aussi. Ouais, j'ai plus cette approche-là, moi, pour l'instant. Ça fait pas Du longtemps que copier-coller. j'utilise vraiment Copilot. Et comme il y a eu des choses qui ont été rajoutées, je m'en suis aperçu dans Hmm. Copilot qui font que ça se rapproche de mon approche, mais il y a encore pas longtemps, je préférais ouvrir Claude AI d'un côté, lui expliquer ce dont j'avais besoin, Hmm. Ouais. et puis voir si je récupérais ou pas. Mais dans mon IDE, ça me. Alors, je dois être trop vieux, je suis un boomer, mais ça, des fois, je m'énervais réellement. Je continue à m'énerver d'ailleurs avec Copilot. Pour C'était très documenter, intrusif. je trouve que c'est top. Mais pour le reste, j'ai Ouais, un peu parce de que mal. c'est intrusif. En fait, c'est le syndrome Clippy peut-être qui est un petit peu invasif. Et si ça fait pas exactement, si ça devine pas littéralement ce que tu voulais faire, ça t'énerve plus qu'autre chose. Il doit y avoir Hmm. une uncanny J'ai valley. j'ai l'esprit un peu tordu. Je suis pas, il ne peut pas deviner ce que je veux faire. En fait, à chaque fois que j'ai besoin de copilote, Ouais, c'est toujours sur un truc qui n'est pas documenté, quoi, ouais. pour lequel il n'a pas été entraîné. Alors, il y a un peu de changement. Si j'oublie pas, j'en parlerai après. Et maintenant, on peut arriver un peu à améliorer ça, justement. Moi, j'ai un peu le même genre de problème avec c'était Klein, justement, qui générait tout pour moi. Et puis là, je trouve ça beaucoup trop intrusif. Et puis ça, j'avais pas du tout aimé. Ouais, après, on en parlera un peu après vers la fin, philosophique, mais il y a la notion de vibe coding. Là, il y a une vidéo notamment de Satya Nadella qui réécrit le basique sur le premier basique de Microsoft en 10 minutes, alors qu'il a fallu quelques semaines à l'époque, au premier de chez Microsoft. Allez, on va parler de la techno en concept. La première, c'est justement là, on parle, alors pas en très longtemps parce qu'on pourrait faire tout l'épisode dessus, mais c'est quoi les fondements technologiques là qui font que maintenant on parle plus d'intelligence, mais qu'on a un code assistant avancé là. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Pour moi, c'est. Alors, je pense qu'il y a quand même certaines API de l'intelligence qui sont restées pour pouvoir faire le lien entre ce qui se passe dans l'IDE et puis l'API du moteur de LLM. Hmm. Après, tous les LLM sont pas capables de faire de la complétion de code, hein. On parle de. Un de mes dadas, c'est d'implémenter des trucs
tout bête, mais de tester des modèles avec des applications de type IA générative. Et j'ai pas testé la partie justement complétion, mais au milieu d'une phrase. J'avais le terme tout à l'heure, ça doit être code fill in the middle. En fait, tu as des modèles qui sont entraînés pour être capables tu leur mets ton curseur, enfin, tu te mets dans un endroit de la phrase, et c'est à partir de là qu'il va comprendre qu'il doit compléter du code. Et puis après, ces modèles-là utilisent, comme les autres LLM, toutes les fonctionnalités comme le RAG et compagnie, ce qui font que ça va pouvoir aider à le rendre plus pertinent dans ses réponses. Mais tu as vraiment des LLM qui ont un entraînement un peu particulier de ce type d'action. D'accord. En fait. Donc on a le LLM standard, mais qui va te pondre le code entier ou prendre un code entier et te le modifier en entier. Donc c'est des flows beaucoup plus. C'est pas très itératif en tout cas. Enfin, ouais. Un truc comme ça. Là, tu parles du complete in the middle. Là, je ne rappelle plus le nom exact. Là, c'est plus un flow dynamique. Le nom exact. Voilà. Et RAG, juste pour info, c'est du coup prendre la base de code, peut-être la documentation des frameworks, des dépendances, mettre tout ça, et du coup, au moment de la demande, la complétion ou de la requête, le prompt, on va essayer de trouver les éléments les plus pertinents de la code base ou de la documentation ou des dépendances, injecter ça, enfin c'est en dessous, hein, c'est j'imagine l'implémentation qui fait ça, injecter ça dans le prompt pour retourner quelque chose de pertinent. Ouais. Exact. Et avant, Copilot n'utilisait pas ta code base, il utilisait juste la page UTT et ses connaissances à lui. Ça fait que globalement, tu lui dis, tu fais du WebAssembly et tu lui dis, fais-moi une fonction qui utilise une host function et compagnie. Il est perdu parce qu'il n'a pas été entraîné sur, enfin en tout cas à l'époque quand vous avez essayé, il n'avait pas été entraîné sur WebAssembly et il voyait que ton bout de code. Donc c'est l'horreur. Et si tu utilises en plus des frameworks externes, c'est encore pire. Alors que maintenant, avec l'option code base, il devient vraiment beaucoup plus pertinent. Est-ce que toi, tu as utilisé des outils, mais à base de terminal? Donc, je crois que Cloud Desktop, c'est à base de terminal ou ligne de commande. On a Goose qui est arrivé, qui s'appuie sur la vague modèle Context Protocol, qui est dédié à un assistant pour le développeur. Vous avez exploré ce genre de choses, vous? Enfin, uniquement sur la partie Docker. D'accord. Moi, j'avais testé un tool, je me souviens plus le nom, mais c'était, en gros, je crois que ça s'appelait AI Programmer ou AI Coder, qui avait pas mal de stars sur GitHub. Et en fait, l'idée, c'était qu'on donnait dans un markdown, en fait, ce qu'on aimerait faire, le contexte du projet, etc., avec le tech stack, etc. Et lui, on peut le connecter sur un LLM, on peut choisir lequel distant avec notre API key. Et lui, en fait, il exécutait, il arrivait à exécuter les tests, et exécuter plusieurs fonctions et plusieurs étapes pour arriver après un code qui était généré en fonction de ce qu'on voulait. C'était il y a à peu près 6 mois, une année. J'étais pas convaincu parce que j'ai jamais vraiment réussi à générer un projet qui tournait. Donc pas convaincu pour l'instant. Par contre, maintenant, ce qui se passe, c'est que tous ces agents, ces outils en fait, donc Copilot, Cursor, etc., ils peuvent interagir avec le terminal. Donc en fait, ça vraiment ça gap en fait, les deux, ça fait le lien entre les deux. Et je pense qu'on aura de moins en moins besoin en fait de ces dédiés terminal, dédiés à IDE. À mon avis, on aura des outils qui vont vraiment bridger tout ça ensemble. D'accord. Ouais, du coup, ok, donc tout ça, ça va bridger. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des flows d'approches très différents. On a commencé à en discuter un peu. J'espère que ça émerge un petit peu dans la tête des gens. On essaiera de prendre un peu de temps pour faire des démos pour que les gens voient ça un peu plus visuellement. Et puis moi, j'essaierai de parler par-dessus en audio ou Arnaud, tiens. Et, ouais, du coup, est-ce qu'on est un petit peu... Parce que, en fait, pareil, pour les développeurs, il y a deux catégories. Il y en a qui veulent complètement vivre dans leur IDE, avoir tout intégré, le terminal et machin. Moi, j'avoue que j'ai mon terminal dans une appli différente avec du Tmux et du coup, j'ai ma petite popote séparée. Au niveau des IA, bah, du coup, c'est un peu pareil et ils n'ont pas forcément les mêmes contextes peut-être et c'est là où il faut trouver sa préférence, quoi. On commence à avoir des agents d'IA qui pensent aux deux. Tu peux les appeler dans ton code ou tu peux les appeler du terminal. Donc, tu es dans VS Code, tu l'utilises de différentes manières.
Moi, forcément, un des outils que j'utilise le plus en ce moment, c'est Docker Desktop. Il y a mes camarades de l'équipe IA qui ont ajouté un agent auquel tu parles comme un chatbot dans Docker Desktop. Mais si tu ouvres un terminal ou dans Docker Desktop ou ton propre terminal, tu peux l'interroger via une CLI. D'accord. Tu fais Docker AI et tu tapes tes questions. Du coup, en fait, tu as presque, quand tu es dev ou tech, tu as presque accès à cet agent ou ces types d'agents de partout. Donc, Projette leur des fois, interface tu dis, là ouais, où je ne tu veux pas es. revenir dans l'outil, j'ai un terminal, je vais continuer comme ça. Donc, ça D'accord. commence à être, on voit arriver les choses, enfin, avoir des agents un peu omniprésents. Maintenant, tu vois apparaître des. Alors, j'avoue que je les utilise pas beaucoup, mais tu vois apparaître des terminaux avec des fonctionnalités d'IA. Ça Ouais, s'appelle on C'est en avait Wave. Warp, parlé si je me même. trompe pas. Ouais. Vas-y, répète, Kevin. Je crois que c'était Hein. Warp. Il y en a un qui s'appelle Warp, qui est assez Warp. connu. Ouais, et il y en a un, je crois que c'est le gars qui avait fait, qui avait créé HashiCorp, c'est Wave. C'est, c'est pas mal, mais je reste encore accroché à iTerm. Et du coup, je préfère avoir un agent, pouvoir appeler un agent via une CLI dans iTerm plutôt que d'avoir une IA intégrée dans le terminal. Mais après, D'accord. c'est un goût très, très personnel. Allez, deux petites questions, après on va passer au pratique. Enfin, deux questions, après on va passer au truc pratique. La première, c'est sur les modèles économiques aujourd'hui. Donc déjà, à un moment, Kevin, tu parlais de clés d'API. Moi, ce que j'ai vu, par exemple, sur Cursor AI, c'est assez classique. C'est soit on prend tout Cursor AI et c'est peut-être 20 euros par mois. Tout est à 20 euros par mois à peu près, mais c'est 20 euros par mois et ils font tourner sur leur propre modèle LLM, sachant qu'il y a une grosse partie qui est avant le LLM pour bien mâcher les bonnes informations, l'expérience utilisateur et faire que le LLM crache des choses positives. Mais Cursor AI, il permet aussi de donner en gros sa clé, par exemple Claude ou sa clé OpenAI pour parler. Et quand on regarde les LLM, par exemple Claude ou OpenAI, soit vous payez 20 euros par mois et vous pouvez parler au chatbot, mais ça ne vous permet pas d'intégrer des outils comme ça. Et à ce moment-là, il faut mettre un crédit sur lequel la clé d'API va aller taper. Après, c'est pas non plus hyper cher, mais je veux bien vos retours là-dessus sur les prix et de manière générale les modèles économiques que vous avez vus. Ouais, c'est un bon point et c'est un truc au final comme nous on l'utilise par l'entreprise, aussi avec des clients, etc. C'est un point qui revient tout le temps, c'est combien ça va coûter. Et donc en fait il y a aussi différents modèles. Donc comme tu disais, on peut soit utiliser la clé API, mais là on peut pas vraiment contrôler le prix parce que souvent en fait on va payer par nombre de tokens et même Cursor, tu disais qu'on peut payer un montant fixe par mois, mais en fait dans les petites lignes il y a marqué qu'on est limité à un nombre de tokens maximum et si on va aller en dessus, on doit payer en plus pour utiliser ce genre de token. Euh, donc en fait ça c'est le modèle Cursor, Windsurf ils ont le même. Si on prend Copilot, ça c'est un prix fixe par mois. Par contre, ils vont faire du rate limiting, c'est-à-dire il va utiliser je sais pas Claude 3.5 pendant très intensivement pendant 1 heure. On va dire ah attention, faut se calmer, pendant quelques minutes vous pouvez plus l'utiliser. Et c'est la manière dont ils font la différence. Euh, Moi j'aime bien Copilot parce que j'ai pas trop de surprises à la fin du mois, surtout pour entreprise. Par contre, j'avais aussi utilisé quelque chose qui s'appelle Open Router, qui est en fait comme un proxy au milieu, où ce qu'on met aux cartes de crédit, on peut rajouter de l'argent dessus. Et derrière, on a une seule clé API, et derrière, ils vont rediriger vers différents modèles. Et je crois qu'ils achètent en fait des tokens en bulk, ce qui fait on va payer moins cher. Mais par contre, tout dépend ce qu'on va demander de faire à l'agent ou à l'AI. S'il y a beaucoup d'interactions, ça va vite coûter cher. Donc c'est un peu mon retour d'expérience en fonction de ce qu'on veut faire. Moi j'aime bien Ouais, Copilot ou des trucs un peu standards. d'accord. Tiens, juste avant de passer à Philippe, moi, dans l'expérience, j'ai créé une démo. Bon, vous n'allez pas dépenser grand-chose parce que ça coûte assez peu. Après, quand je commence à faire des démos sur MCP, que je vois le JSON énorme qui est passé à chaque requête, s'il est inclus dans les tokens en input, tu dis, ah, ça va peut-être changer un de ces quatre, le volume de consommation. Mais vas-y, Philippe, c'est quoi Ouais. ton retour? Tu mets la carte Euh, bleue de la boîte et tu vois pas? non, alors pour Copilot, effectivement, je vois pas et j'ai de la chance, j'ai droit à Copilot et à ChatGPT au bout. Mais pas les API. Ce qui n'est Enfin, pas le cas de Copilot, beaucoup de boîtes, on en parlera l'utilisation. peut-être, mais...
Et ChatGPT, j'ai pas accès à l'API. J'ai voulu faire une démo avec l'API d'OpenAI. J'étais bloqué. Je suis allé me prendre un crédit pour pouvoir utiliser l'API. Et à titre perso, j'utilise Claude AI, pas l'API, le chatbot, enfin le modèle. Avec le Claude Sonnet. Et ça me coûte dans les 200 euros pour l'année. Là, ils avaient une petite réduc et c'était 200 euros pour un an là. C'est ça. Donc du coup, j'étais en mensuel, j'ai pris la réduc. Franchement, alors c'est plus pour mon utilisation perso, mes hobbies et compagnie. Il m'arrive quand même d'utiliser Claude AI au boulot pour vérifier ce que va raconter notre agent ou ce que va raconter ChatGPT. Parce que sur certains sujets, ChatGPT, il y a des trucs, tu fais je sais pas, ça a l'air vachement bien ce qu'il a écrit, mais je le sens pas. C'est quand tu commences à avoir un peu de bouteille, même sur des sujets que tu maîtrises pas, tu te dis ouais, c'est trop beau pour être vrai. Et du coup, tu fais un check avec Claude AI et qui curieusement te dit pas du tout la même chose. Alors du coup, après, tu vas encore creuser. Et il y a un outil, alors je l'ai pas pris en termes en pro parce que après ça fait trop, mais qui est top pour ça, c'est aussi Perplexity AI. Ouais. Comme un moteur de recherche, mais couplé à de l'IA. Et son RAG, en fait, c'est l'ensemble d'Internet, finalement. En tout cas, c'est la vision que j'en ai. Et je le trouve super pratique pour faire des recherches. J'utilise quasiment plus Google, quoi, en fait. Et là, tu as pris la version gratuite du coup? Ouais, sur Perplexity, pour l'instant, je suis en version gratuite. Et on verra si je craque. Si je craque, il faudra que j'abandonne Claude AI, par exemple. J'essaye de plus en plus de limiter un peu mes abonnements. Avec Claude, en tout cas, si tu utilises Claude Desktop, tu pourrais mettre un MCP qui pointe vers j'ai un DuckDuckGo ou des choses MCP comme qui fait ça. un fetch des datas. Mais il faut lui demander explicitement. J'imagine que c'est moins fluide que c'est Perplexity. moins fluide. Okay. Parce que Perplexity, tu vas rechercher plein de sources. Parce que dans MCP, dans Cloud AI, tu vas, comment dire, tu vas donner l'URL, toi, finalement, quand tu as besoin. Et alors que Perplexity, lui, va se débrouiller pour aller chercher les URL, les différentes sources, te les afficher, te faire des propositions. Je trouve que ça donne vraiment une autre dimension à tes recherches quand tu cherches un truc sur le web. Des fois, tu veux chercher un mode d'emploi. J'avais besoin je sais plus ce que c'était mais ça fait des années que j'utilise Linux, mais je suis toujours aussi mauvais parce que je suis un bébé MS-DOS et Windows 3.1, donc j'ai toujours des anti-slash. C'est ça. Et j'avais besoin d'installer un truc en headless sur un Pi et je me suis dit je vais juste chercher et puis je vais bien trouver un tuto. Et en fait, Perplexity m'a écrit le tuto à partir de tout ce qu'il a trouvé. Je pense qu'à 99%, c'était bon. J'ai juste une commande qui fonctionnait pas, mais que je pouvais de toute façon corriger moi-même. Donc vraiment un très très bon outil pour un autre type d'utilisation, on va dire. Et alors, l'autre question que j'ai, et peut-être Arnaud, c'est intéressant d'avoir ta main ou le contexte, mais c'est quoi la confidentialité du code quand justement, dans un contexte pro, qu'est-ce qui est lâché, qu'est-ce qui n'est pas lâché? Donc Arnaud, je sais que tu fais de la recherche autour de ces outils-là pour la boîte. J'imagine que ça fait une des parties des requêtes, enfin de la demande. C'est genre, on veut pas liquer l'IP. Clairement, parce qu'il y a plusieurs problèmes derrière ça. Il y a propriété intellectuelle. Ah oui, entendu. Il y a plusieurs choses derrière ça. Il y a l'IP, c'est évident. Il y a aussi tout ce qui va être sécurité, parce que c'est bien gentil, mais tu travailles sur une code base donnée, tu peux avoir des fichiers .env ou autre chose sur lequel tu vas mettre des secrets qui sont un petit peu secrets, mais pas trop. En général, on espère sur les machines de dev, mais il y a quand même un certain nombre de choses, de savoir comment est-ce qu'on limite et qu'on contrôle qu'est-ce qui va vers l'IA, les modèles, où est-ce que ça part, parce qu'effectivement, c'est un petit peu un trou noir. Aujourd'hui, on installe un copilote ou n'importe quel autre, et puis après, j'appelle tel ou tel modèle. On ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui est envoyé? Effectivement, ça a énormément évolué, comme disait, je crois, Phil tout à l'heure. Il y a encore pas seulement,
à l'époque, on envoyait uniquement les pages de code qui étaient ouvertes dans l'IDE, enfin dans les onglets de l'IDE. Donc tu savais que bon bah t'ouvres telle ou telle page. En gros, c'était à peu près ça qui passait dans le contexte. De toute façon, les contextes étaient trop limités pour en envoyer plus, donc c'était que ça. Et puis voilà. Aujourd'hui, avec les agents, avec toutes ces choses-là, les agents qui peuvent donc exécuter des choses sur ta machine, hein, sur ton IDE ou sur ton terminal. Voilà, ils ont un accès porte ouverte à tout ton univers. Donc effectivement, nous là, en tant qu'entreprise, nous on va bien sûr vérifier quelles sont leurs conditions, qu'est-ce qu'ils nous fournissent comme moyen déjà de nous protéger, de configurer le système pour pouvoir effectivement blacklister alors certaines choses, que ce soit des fichiers, des patterns, des machins, des trucs comme ça. Sur quoi ils s'engagent en termes de sécurité eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font des données qu'ils récupèrent dans le contexte, est-ce que c'est utilisé pour de l'entraînement ou pas. C'est là où, au général, c'est un peu la différence entre l'LM gratuit et les LLM payants. En général, quand tu es en mode payant, tu as l'option de n'utilise pas mes données pour entraîner le modèle et faire de la statistique, etc. Si tu es en mode gratuit, en gros, pas t'attendre à ce que tes trucs ils traînent un peu partout. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est des vrais sujets de qu'est-ce qu'on fait de ça. Et après, comme tu disais, il y a toute la partie IP. Alors bien sûr, nous on travaille pas, enfin moi je suis Doctolib, je travaille pas sur du secret défense, mais ça n'empêche pas que voilà, pas nécessairement envie que la terre entière connaisse l'ensemble de la code base, sinon on mettrait nos repos publics chez GitHub, hein, ça serait plus simple. Mais bien sûr, toutes les entreprises vont devoir faire attention à ça, parce que si le code sort de chez nous, que derrière il peut être utilisé pour recréer le code chez les voisins, chez nos concurrents, etc. Tout d'un coup, il va y avoir plein de soucis en termes d'IP, mais bien sûr de concurrence, etc. Donc c'est un peu tous les sujets qui sont compliqués, ouais. Kevin, tu disais que tu utilisais donc Palo IT, tu travailles pour des clients. Du coup, c'est quoi l'expérience, les variétés d'expériences que tu as chez les clients, leur réaction? C'est vrai que ce genre de questions, en fait, à chaque fois, je les ai chez tous les clients. Parce qu'on travaille avec le gouvernement, avec des airlines ici, enfin des banques. Et c'est exactement le genre de questions qu'ils vont nous poser. Et effectivement, c'est le même genre de réponse que Arnaud. En fait, ça dépend de l'outil. Et de toute manière, si c'est gratuit, faut pas l'utiliser. Parce que sûr, c'est pas gratuit, c'est les données qui vont être utilisées. Et donc, en fait, justement, c'est comme les cascodeurs. Hein. Vous êtes le produit, non, je déconne. C'est pour ça que vous allez sur patreon.com/cascodeur pour que vous ne deveniez pas le produit. C'est ça. Cette transition-là. Non, mais effectivement, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est ce genre de questions qu'on a. Et effectivement, il y a aussi une question qu'on a souvent, c'est le code qui est généré par l'AI, comment on s'assure qu'il n'est pas sous licence? Parce que par exemple, il y a du code qui est, c'est pas forcément c'est open source, mais il y a des licences qu'on doit attribuer, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on se garantit que l'AI va pas nous prendre un code qu'on doit attribuer une licence? Et c'est ce genre de questions en fait qu'on a assez souvent. Et certains outils, par exemple GitHub, aussi certains autres, on peut avoir en fait une petite checkbox, une petite option qui nous dit voilà, on veut pas que le code qui génère soit match du open source en fait. Donc c'est ce genre de questions qu'on a. Et la plupart de ces outils maintenant ils commencent à arriver avec des options pour ça, pas tous. Mais ouais, effectivement, un autre problème qu'on a, tu as parlé de MCP avant. MCP c'est super. Par contre, de nouveau, on contrôle pas qu'est-ce qui est envoyé où avec ces MCP. L'agent peut appeler un MCP, prendre du code qui est dans notre projet et l'envoyer sur un repo on sait pas trop où, une API. Ça réouvre un autre problème. On en parlera sûrement dans l'épisode d'après, mais il commence à y avoir des attaques autour du MCP en faisant des mouvements latéraux qui sont intéressants. Et tu disais, Kevin, qu'effectivement les outils commencent à proposer ce genre d'options, et on voit très bien qu'en plus ça reste très limité, parce que tu regardes des solutions comme Copilot, aujourd'hui tu as effectivement juste une option qui est match public code, si je me souviens bien. Donc c'est juste une notion de est-ce que j'ai le droit de matcher du code public. Donc chez nous, bien sûr c'est le premier truc qu'on a désactivé, ce qui fait que régulièrement tu lui poses des questions, il te dit désolé, non, je peux pas te répondre parce que c'est filtré. Et donc, tu es là, et tu sers à quoi, mec? Oui, c'est filtré. Parce qu'effectivement, ils savent te dire si c'est quelque chose qui sort, qui vient du public code ou pas. Par contre, ils vont pas devoir te dire, c'est quel type de licence, est-ce que c'est du viral, etc. Parce que nous, effectivement, si c'est du copyleft, etc., si c'est des choses, on pourrait très bien le code général. Mais comme ils savent pas, et comme eux-mêmes, à mon avis, c'est très, très compliqué chez eux, effectivement, t'as pas cette logique de se dire, ouais, non, mais je voudrais surtout du code que j'ai le droit de réutiliser. Donc,
et après, comme disait, je sais plus qui sur le chat, peut-être dans Stéphane, effectivement, l'autre solution, ça reste d'auto-héberger et bien sûr d'étudier ces solutions, d'avoir ses propres modèles et ses propres IA en interne. Ouais, mais justement, Alors là, vous avez fait l'expérimentation parce que Alors, j'en moi, même profite pour les pour démos, Lama, mettre dans le chat ouais. un lien qu'a écrit justement un blog post de Stéphane Philippard sur comment en tout cas le paramétrer avec Continue. En mode enterprise, je sais pas ce que ça donne. Moi, je l'ai testé en mode perso. Si ton modèle est gros, ça marche bien, passe pas mal, en tout cas pour mes besoins. Par contre, ma machine souffre. Si je sais par contre qu'il y a des grosses compagnies, de grosses sociétés de services, une partie de leurs ingés n'ont pas accès à Internet. Ils n'ont pas le droit de l'utiliser parce qu'ils vont bosser pour l'armée, pour je ne sais qui. Et du coup, cette boîte-là, celle à laquelle je pense, pour ces ingés-là, ont créé un espèce de copilote-like avec ce type de solution. Et a priori, les retours étaient plutôt pas mal. Après, c'est toujours mieux que n'avoir accès à rien, en fait. Donc, et des fois, c'est... C'est vrai ça ou pas? Attends, t'es sûr? Ou est-ce que des fois c'est tellement inaudible ou tu vois, enfin moi quand je parle en interne, notamment le retour d'expérience des agents qui t'aident sur les pull requests, ça énerve les gens plus qu'autre chose, tu vois. Ah, En tout cas, je une parlais plus catégorie. de la complétion de code, en fait. J'aurais dû préciser. Et après, si tu veux, le niveau des développeurs pris de manière globale fait que ça répond quand même à la plupart des besoins. Parce que finalement, souvent, quand tu codes, ce dont tu as besoin, enfin, tu as plus de la flemme qu'autre chose. Et le modèle va coder à ta place, va te donner les trucs de base et tu es content. C'est une intelligence, comment on dit, survitaminée. Moi, en plus, à chaque fois que j'ai essayé de demander plus à Copilot ou à ChatGPT ou autre, il m'a généré des conneries. Ouais. Donc, tu vois, ChatGPT, je l'ai utilisé ce matin parce que j'allais me retrouver dans un meeting où les gens parlaient de Citrix Xen App et Citrix Xen Desktop. Et parce qu'il y a des trucs qui marchent sur l'un et pas sur l'autre. Et si tu veux, moi, j'y connais rien en Citrix. Et je voulais comprendre la différence entre les deux. Voilà, ChatGPT m'a donné un truc il y avait une logique. Alors après, je lui avais dit, donne-moi la différence entre les deux, mais fais-le comme si tu expliquais à un teubé, quoi. Mais au moins, j'avais la réponse. Et, pour moi, c'est plus utile d'utiliser les LLM de cette façon que dans le code. C'est pareil, Copilot, je vais plus l'utiliser version de chat en lui disant, voilà, j'ai besoin d'implémenter ça. Ma code base, elle est là. Le framework à utiliser, il est là. Comment je pourrais faire? Et là, c'est plus pertinent que si je suis en train de taper mon code ou même que je mets un commentaire pour qu'il me génère une fonction. Mon prompt est toujours pourri. Alors, ça vient peut-être de mon anglais, hein, ça c'est possible aussi. T'es obligé de parler en anglais ou ils sont quand même multilingues? Il y en a certains qui sont multilingues maintenant. La plupart sont multilingues. Okay. La plupart. Parce que ça, c'est un des avantages pour le coup. Tu poses ta question dans n'importe quelle langue, ils ont la source dans n'importe quelle langue, mais en fait, avec leur pivot interne, ça fait pas de différence. C'est quand même un avantage par rapport à lire la doc en anglais quand t'es pas très anglophone. C'est intéressant qu'on parle de langue. C'est intéressant qu'on parle de langue parce qu'on a des collègues en Thaïlande, par exemple, qui justement utilisent Copilot. Et on a remarqué que s'ils promptent en thaïlandais, c'est souvent moins efficace que si on le fait en anglais. Ouais. Je pense qu'il y a quand même certaines langues qui sont quand même mieux que d'autres. Allez, on va aller un peu dans le concret. Donc, comment on utilise tout ça en pratique? Peut-être qu'on peut faire une démo. Alors, comme Philippe a dit, moi, ma tête, elle est bizarre et unique. On va commencer par la démo de Kevin et puis après, on fera le feu d'artifice avec comment Philippe code. Ça marche? Oh, ça marche. Alors, Arnaud, tu vas m'aider. On va essayer d'expliquer en audio ce qui se passe à l'écran. Ce qui se passe sur l'écran. Alors, c'est intéressant ce que Philippe, tu disais, toi, tu n'utilises pas du tout, en fait, l'agent ou l'edit. En fait, moi, c'est un peu le contraire. J'utilise vraiment ça tout le temps et nos équipes utilisent ça vraiment tout le temps. En fait, là, je veux juste démo. Je sais pas si vous voyez bien mon écran. En fait, j'ai ici une application en Next.js. Ok, pour l'instant, elle est assez basique avec quelques composants qui sont sur la page. Et j'ai un Figma.
pour ma démo, j'aimerais montrer plusieurs choses. La première, c'est ici mon code, qui est une application en Next.js, euh, toute simple, et donc ici qui tourne avec quelques composants déjà implémentés sur une page blanche. Et ici, j'ai un Figma qui est disponible publiquement, qui est un Figma avec plein de composants pour une application, dans ce cas-là, bancaire. Ce que j'aimerais faire, c'est implémenter ce composant dans mon code. Et tout ce que je vais faire, je vais copier le lien vers la sélection du composant et le mettre ensuite dans mon IDE VS Code. Donc ici, je vais utiliser le mode agent avec Claude 3.7 Sonnet et donc j'utilise GitHub Copilot. Ce que je vais faire, je vais ajouter un prompt que j'ai défini au début. Je vais aller travers pendant que ça exécute. Mais pour l'instant, j'aimerais juste le lancer. Donc ici, mon prompt qui est depuis Figma à l'implémentation. Et tout ce que je fais, je mets le lien euh, du composant Figma de laquelle je viens de copier. Et je lance Copilot en mode agent. Et donc, ici, plusieurs choses se passent. La première, j'ai déjà configuré un MCP pour se connecter donc à Figma et récupérer de l'information. Ensuite, mon prompt que j'ai créé avant est en fait un prompt qui va dire, première chose, avec des méta-prompts, voilà, qu'il est un front-end développeur, quelle technologie il connaît, et ensuite comment analyser ce composant Figma. Donc avec la structure, l'identification des composants, le spacing, la typographie, les couleurs, si c'est responsive ou pas, et tout ce qu'on peut penser d'un design. Et donc par la suite, ensuite, j'y demande de me créer un plan d'implémentation, donc de réfléchir à comment il va implémenter la chose, et par la suite, de l'implémenter directement. Et donc là, on voit, c'est ce qu'il fait. Donc, on voit que mon agent est en train de tourner. Et donc, la première chose qu'il fait, on voit qu'il tourne, qu'il a lancé le MCP pour récupérer de l'information de Figma. Et ensuite, il va me détailler l'analyse qu'il a fait du composant. Moi, ensuite, je vais pouvoir revoir ça. Et donc, ici, je regarde. Et il va ensuite regarder directement dans mon projet pour me dire, ah ben voilà, j'ai trouvé ces composants qui existent déjà, ou non, celui-là, il n'existe pas encore, voilà, il faut que je crée ce dossier. Et donc on voit qu'ici, il m'a donné une commande pour créer un dossier qui s'appelle dans ce cas-là Trending Stock, vu que c'est le composant que j'aimerais implémenter. Et donc il m'a créé le dossier par lui-même, moi j'ai juste à accepter. Et là, on voit qu'il me crée déjà tous les composants. Donc on voit un composant qui démarre avec les données. Donc là, c'est des données, dans ce cas-là, qui sont moquées. Mais par la suite, on pourrait penser à implémenter la connexion vers un vrai serveur et des vraies données. Mais dans ce cas-là, je veux juste montrer comment on peut arriver d'un composant Figma à un résultat assez rapidement et en fait sans moi-même coder une seule ligne, juste en guidant euh, mon assistant copilote dans ce cas-là. Maintenant, on voit qu'il est en train de regarder le fichier utils.typescript. Et on voit qu'il a en fait une fonction qu'il va réutiliser pour merge, en fait, pour combiner des styles CSS Tailwind dans ce cas-là. Ensuite, on voit qu'il a créé le composant directement. Donc le composant qui est le composant dans ce cas-là de Trending Stock, qui est en fait un composant pas des plus simples, mais pas des plus compliqués non plus. On va dire pour un développeur, de l'implémenter ça prendrait bien quelques heures, si pas une demi-journée, voire une journée, si on pense les tests, etc. Ensuite, on voit qu'il veut même aussi me mettre à jour la page principale de mon application pour en fait ajouter ce composant. Alors bon, des fois, c'est pas la première fois que je fais cette démo, mais des fois il me l'ajoute, des fois pas, et donc s'il ne le fait pas, c'est pour ça que l'humain est toujours euh, nécessaire à revoir ce que fait l'AI et toujours de guider ce que fait l'AI. Donc voilà, normalement ça devrait être bientôt fini. Et donc, on voit qu'il a fini, donc là je vais accepter des changements. Et si on regarde maintenant ce qu'il m'a implémenté, on voit mon composant en bas qui est en fait exactement pareil. À part le header, on voit que la couleur sur Figma c'est blanc. Dans ce cas-là, il m'a mis un gris.
peut-être à analyser pourquoi, peut-être c'est mon prompt, peut-être que c'est plusieurs choses, mais au moins on voit que 90%, voire plus, du travail est fait en même pas 5 minutes. Maintenant, si par exemple, une autre chose qu'on peut montrer avec AI et avec les MCP, par exemple, dans ce cas-là, je pourrais faire un clic droit sur mon composant. Dans ce cas-là, sélectionner, dans ce cas-là, mon composant ici. Donc, hop, moi, je vais chercher mon header qui est dans ce cas-là ici. Voilà. Et donc, on voit que j'ai sélectionné mon composant header. Et ce que je peux faire, je peux aussi demander. Donc là, je vais compléter ça. Je dis voilà. Ce que je veux faire, c'est en fait montrer que j'ai même pas besoin de savoir où c'est dans le code. Je peux sélectionner dans mon navigateur le composant par rapport à l'inspecteur. Et avec un MCP qui arrive à se connecter à mon navigateur, je peux lui demander de changer en fait par exemple la couleur. Puis je change the background color of my selected element to, dans ce cas-là par exemple green. Et donc voilà, donc là je le fais en anglais, c'est aussi une habitude de mon côté et de travailler avec les AI en anglais. Et donc on voit ici par exemple, il a de nouveau lancé un MCP qui s'appelle Get Selected Element, qui en fait se connecte à mon Chrome, j'ai un plugin dans Chrome, et qui va directement chercher dans mon code où est en fait ce composant et qui va pouvoir en fait le mettre à jour directement sans que moi en fait je lui dise où c'est. Et donc on voit qu'il a trouvé dans le code training stock, ce qui est le composant que j'ai créé avant, qu'en fait c'est le header de ce composant. Et donc là, il va me mettre à jour la couleur à vert si tout se passe bien. Donc là, on voit, il est en train d'aller à travers le code. Il a changé la couleur que je lui ai demandé. Donc là, je vais pouvoir voir comme une pull request, en fait, voir qu'est-ce qu'il a changé et accepter ou pas les changements. Dans ce cas-là, je vais accepter. Et le résultat est que mon composant, il a changé en vert. Et en tout ça, donc j'ai pu implémenter mon composant, le modifier, tout ça sans faire une seule ligne de code. Voilà la démo que je voulais faire. Ouais. Alors Figma, c'est quoi? Parce que toi, déjà, t'as pas compris que Java et JavaScript, c'était pas la même chose, mais... Donc Donc Figma, Figma, ça fait quoi? bon, Figma, c'est un outil dans lequel on va pouvoir définir les écrans et faire toute la partie donc graphique pré-design. Enfin voilà, on design ces écrans, on design sur l'appli. Donc ouais, Figma, ça permet de faire du design. Donc c'est normalement utilisé pour créer des écrans, des mock-ups et du design prédéfini sur un écran, etc. C'est ce que utilisent en général donc les designers pour pouvoir préparer les écrans, les maquettes produits. Et derrière, en général, c'est les ingénieurs qui vont effectivement mettre ça en forme pour rendre ça vivant derrière la template qui est définie. T'as juste Philippe, tu fais encore du Java ou t'es vraiment... La dernière fois, j'ai été obligé d'en faire à cause d'Emmanuel Hugonnet, justement, parce qu'il fait un super serveur MCP avec Whitefly. Et moi, j'en fais un moins super, mais en JavaScript. Et on s'échange. En fait, nos deux serveurs savent exécuter du WebAssembly. Donc, on s'échange nos plugins. Et puis, j'ai fait un Twitch avec lui et j'ai utilisé son truc. Donc, il m'arrive de faire du Java encore. Mais j'ai jamais été bon. Il y a eu une époque, à l'époque, la grande époque du projet Golo, que bon, tout le monde ne peut pas connaître. Et comme j'étais mentoré par Julien Ponge, il arrivait à me sortir de ma zone de confort et j'arrivais à faire du Java qui n'était pas dégueulasse en fait. Mais là, maintenant, là, c'est moche ce que je fais. D'accord. Du coup, il n'y a pas... En tout cas, est-ce que vous sentez que selon les langages, il y a peut-être des assistants de code différents qu'il faudrait utiliser? Ou alors, est-ce qu'il faut tous qu'on passe au Python parce que de toute façon, c'est le seul truc sur lequel ils s'entraînent? Il y a quelques mois, je t'aurais dit, à Copilot, il est quand même meilleur en JavaScript qu'en Java. Ouais. Maintenant, alors il faudrait que je reteste. Hein. J'ai l'impression, parce que je fais essentiellement du JS et du Go, on va dire. J'ai l'impression que depuis que tu peux dire à Copilot, tiens, ma code base, elle est là, ou tiens, utilise aussi ce dossier dans lequel tu lui mets de la doc, il devient plus pertinent même sur d'autres langages. Mais pour l'instant, c'est une impression. Sur la partie Java, j'ai pas eu l'opportunité. Désolé, là,
D'accord. C'est ce dont tu parlais, que tu avais dit que tu en parlerais peut-être après, c'est que tu pré-injectes de la doc pour qu'il puisse avoir un contexte supplémentaire. Bah, avant, je le faisais à la mine. Il y a un Ouais. super site qui s'appelle Git Ingest. Tu lui mets l'URL d'un repo et il te met tout dans un fichier. Et le LLM peut l'absorber. Et j'ai découvert qu'il y a ça doit être @codebase ou enfin tu peux rajouter, dire à Copilot maintenant, tiens ma codebase elle est là. Et D'accord. du coup, si tu as fait un npm install, tu as tous tes node modules qui sont téléchargés. Et du coup, tu n'as Ouais. plus besoin d'aller refiler la doc, faire des prompts de 10 km. D'accord. Donc, il y a du progrès. Alors, en attendant, qu'est-ce que je voulais je vais partager une fenêtre. Donc, normalement, vous voyez ma fenêtre. Ouais. Par exemple, je parlais du serveur MCP là, sur lequel je travaille et j'utilise le SDK officiel TypeScript d'Anthropic. Ouais. Là, il est dans l'orga Anthropic sur GitHub. Et par contre, il n'est pas complètement documenté. Et notamment, je me suis aperçu en utilisant leur outil de test Inspector que ça y est, il y avait possibilité d'utiliser des tokens pour authentifier, on va dire, les endpoints. Et je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien le rajouter dans mon serveur. Le seul problème, c'est qu'il y a 0 exemple, 0 doc pour l'instant. Et moi, je sais fonctionner qu'avec des exemples. Et du coup, ce que j'ai fait, je suis allé dans mon projet perso, j'ai ouvert le chat Copilot. Alors, de base, ce qui est sympa, c'est que le chat bosse sur le fichier que tu as sélectionné. C'est son premier contexte. Mais tu peux lui ajouter la code base entière. Comme j'avais fait un npm install dans la code base, il y a tous les nodes modules. Et je sais plus ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, alors désolé pour l'anglais, hein, how to implement the bearer token to protect the SSI endpoint. Alors, ce qu'il m'a donné, en fait, je l'ai déjà intégré en fait. Là, je suis sur j'ai préparé ma branche l'ancienne version pour pas péter mon projet. Et à ma grande surprise, alors j'espère alors je vais pas tout relancer, mais on va attendre qu'il ait fini. C'est un peu long. C'est long d'ailleurs. Ça réfléchit beaucoup ou ça... Là, la code base, j'ai quand même tous les nodes modules. Donc, tu fais un npm install, tu récupères la terre entière. Et là, d'ailleurs, il a un souci. Tu vois, donc ma démo, elle est loupée. Non, c'est juste qu'il a un problème de formatage. En fait, il a complètement foiré je sais pas pourquoi. Mais jusqu'ici, il m'avait donné plus de choses. En fait, il m'avait donné le middleware à implémenter à partir du token et les 2 endpoints sur lesquels je devais rajouter le middleware. En fait, le souci qu'il y avait avant, voilà. Là, c'est le souci qu'il y avait avant, en fait, dans VS Code, dans Copilot, il a un système qui se call les participants. Et dans ce cas-là, t'as posé une question, puis il a pris le participant VS Code, qui en fait pour répondre des questions sur l'IDE VS Code. D'accord. Donc cette fois-ci, il y est arrivé. Je vous confirme que le truc fonctionne. Donc ça, c'était pas mal. Tu vois, je préfère utiliser ça et après aller copier. Alors tu peux, à partir de ce qu'il te propose, insérer ton code ou faire un nouveau fichier. Je suis encore très copier-coller. À chaque fois que j'utilise l'intégration complète, je nique mon code, en fait. Donc, je suis pas assez fluent. Il faut que je dise à Tug de me donner des cours particuliers de Copilot. Et l'autre utilisation que j'ai, alors il faut que qu'il faut let it go un peu, tu vois. Il faut accepter de lâcher complètement. Je vais share une autre fenêtre. Oui, parce que juste pendant que tu transitionnes, Cursor AI ou ces autres-là, où tu définis un plan et tu cliques oui, et puis tu dis ça marche pas, et oui, et tu laisses tourner pendant 10-20 minutes, et paf, au final. La plupart le font maintenant, parce que même VS Code, enfin GitHub Copilot le fait avec le mode agent, et tu peux lui dire justement, c'est pour ça que là, on voyait, il y a une option Ask ou agent pour pouvoir justement soit discuter, créer un plan, l'exécuter. Chez JetBrains, c'est pareil avec Johnny.
Tu as la même logique avec effectivement ils viennent de le rajouter, c'est tout nouveau, le mode Ask versus le mode agent. Et c'est sûr que le mode agent, bon, il se met à faire des trucs pendant généralement plusieurs minutes. Alors on parle de code base effectivement moyenne taille, pas des trucs, mais bon, généralement en fonction des allers-retours qu'il fait dans la code base, ça peut être plusieurs minutes pour accoucher de quelque chose, et accoucher de quelque chose qui peut être variable en termes de résultats. Des fois, ça compile juste pas. Alors ça, c'est surtout, je trouve, sur du langage non typé. Encore, quand c'est du langage typé, généralement, il va se vérifier que ça compile bien, etc. Du TypeScript, ça m'arrive régulièrement de lui dire, hey Coco, là, ça va pas du tout. TypeScript, il est pas content, TSC. Et après, bon, tu lui dis une ou deux fois, tu lui montres les erreurs, il le fixe. Hein. Mais c'est vrai que là-dessus, ils sont encore assez. Enfin, pour ta question de tout à l'heure sur les types de langage, ça dépend, mais ça évolue très très vite parce qu'aujourd'hui, avant, c'était beaucoup mieux en JavaScript. Le Java commence à vraiment se rattraper. Et du fait que l'intégration avec les IDE soit beaucoup plus puissante, qu'il arrive à compiler, qu'il arrive à faire tout ça maintenant, c'est vachement plus efficace avec les modes agents en termes d'efficacité. Mais ça reste lent, hein, ça reste très lent. L'agent, l'avantage potentiel, c'est qu'il peut donner le retour sur le monde. Enfin, déjà, influencer le monde réel et donner le retour sur le monde. Et du coup, ça aide la boucle Ce qui est intéressant, là, on parlait de plan, de créer un plan. En fait, c'est un peu ça que je voulais montrer aussi avant. En fait, l'idée aussi, c'est que le plan, souvent, dans l'agent, il le propose dans le chat. Mais ce que je remarque, ce qui est bien de faire, c'est en fait d'avoir ce plan dans un markdown. Après, d'itérer avec l'agent en fait, sur le plan, en fonction de ce qu'on veut, de faire implémenter le plan et après de demander à l'AI de vérifier l'implémentation contre le plan. Ce qui permet en fait de faire une cross-référence et de regarder s'il a oublié quelque chose ou pas. Et en fait, ça nous permet justement dans l'AI d'éviter l'hallucination, de réduire en tout cas. Il y a un autre truc où ça me sert pas mal, c'est pour... j'ai souvent des démos à faire et puis mes démos, je passe pas mal de temps dessus, donc je les donne à mes petits camarades au boulot aussi. Et du coup, je suis obligé de les documenter. Et des fois, c'est pénible. Et le truc qui est sympa, notamment, c'est, alors pas que pour ça, mais c'est les extensions à GitHub Copilot. Et notamment, il y a une extension Mermed. C'est juste une intégration de Mermed parce que Copilot, il connaît le formalisme Mermed. Donc, à la limite, même sans ça, il peut l'utiliser. Mais par exemple, je suis sur un bout de code qui est un peu chiant à expliquer et je peux lui dire generate the most. Ça, c'est génial avec Mermaid, c'est un game changer, alors, je trouve, pour les équipes, de pouvoir visualiser quelque chose. Ça aide vraiment. Et Cloud AI est super bon en Mermaid. Et en plus, il te fait le fichage et tout ça. Le most appropriate to explain. Et dans ces utilisations-là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'IA pour générer du code, pour aider à écrire du code et tout, mais toutes ces autres parties qui sont explique-moi du code, enfin, il y a des choses très très utiles. Génère-moi de la documentation pour du code, etc. Il y a plein de use case. C'est pas plus français d'ailleurs, mais qui tu vois, Kevin, on n'y arrive pas. Mais il y a plein d'utilisations, on va y arriver, qui effectivement, c'est dur, il est que midi. Il y a plein d'utilisations comme ça où, effectivement, l'IA est super intéressante et donc là effectivement on va encore plus loin avec ce que montre dans la vidéo Philippe où Mermaid, donc un outil de création de diagrammes, de graphiques sous forme de syntaxe écrite type Markdown, etc. Donc vous écrivez votre diagramme. C'est directement l'IA qui va vous générer le séquence diagramme ou l'autre type de diagramme, parce qu'il fait tous les types de diagrammes. Et derrière, vous allez pouvoir les afficher sous un visualisateur de Mermaid. Donc, vous pouvez le mettre dans du Markdown, c'est intégré dans du Markdown, par exemple, ce genre de choses en fonction de dans quoi vous utilisez. Mais c'est super top. C'est des trucs qui, avant, prenaient des plombs à essayer de générer son propre petit diagramme de classe, diagramme de machin, etc. Enfin, là, c'est une demande et c'est fait. Enfin, voilà, c'est pour faire des workshops, c'est super pratique aussi. Tiens, juste j'explique ce que tu as fait. Donc, tu étais sur un bout de code que tu estimais un peu compliqué. Tu lui as dit, le prompt, c'était Mermaid, outil Mermaid. Génère-moi le diagramme le plus approprié pour aider quelqu'un qui n'est pas familier au code à le comprendre. Donc, tu as donné ton intention, tu as cliqué, il t'a généré en format Markdown. Et après, du coup, évidemment, tu as une visualisation, parce que dans VS Code, tu as l'extension Mermaid. Et donc là, tu vois le diagramme de séquence. Et après, tu peux le copier-coller dans ton README ou dans n'importe quelle autre documentation Markdown.
Ça, c'est pratique. Et tout à l'heure, ce que j'ai utilisé, qui était ajouter la code base. Alors là, c'est pas lié à Mermed, donc je vais pas le lancer. Mais tu vois, mon projet, là, c'est un projet que j'ai depuis plus d'1 an et j'ai, je pense, pas loin de 100 exemples d'utilisation de ce que je suis en train de coder, de ma librairie. Si je lui dis, alors c'est une librairie, c'est un équivalent beaucoup plus petit à un LangChain, mais j'avais besoin de quelque chose en Go et à l'époque où j'en avais besoin, j'avais pas trouvé quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, à partir de tous mes exemples et de ma doc, je demande à Copilot, écris-moi un exemple de comment faire une complétion de chat avec un LLM en utilisant Docker Model Runner ou en utilisant OpenAI. Il me fait l'exemple et il me fait un exemple qui marche. Et il me l'explique en plus. D'accord. Pour documenter, rajouter des exemples dans un projet parce que c'est super important pour le onboarding des users. Ouais, ça t'accélère certaines tâches où tu dis quand j'aurai le temps en fait. Et ouais, et puis en plus ça le fait plus proprement que ce que moi je le faisais à cause de la langue, à cause de et Mermed, s'il faut que je fasse le même schéma à la mimine, je parle pas Mermed, donc c'est pas la peine. Et du coup, je fais beaucoup plus de documentation, elle est de meilleure qualité. Et du coup, finalement, je me concentre plus sur mon code, sachant que toute la partie un peu boring, elle devient rigolote à faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il permet en fait de mettre à jour cette documentation. C'est-à-dire, par exemple, si on va avoir un chart comme tu as montré maintenant, et dans 1 mois, tu vas changer le code, tu peux lui demander, là, mets à jour mon diagramme avec mon nouveau code, et ça va tout autant être à jour et puis être de... Mais il garde pas le prompt en se disant tiens s'il met à jour le code je vais retourner le prompt. Ce qui est intéressant dans la plupart de ces IDE maintenant, il y a un concept d'instruction ou de règles qu'on peut mettre. C'est un peu comme des prompts qu'on envoie toujours à l'IA à toutes les requêtes entre guillemets. Et on peut mettre ce genre d'informations, dire voilà, quand je modifie ces fichiers dans ce dossier-là, oublie pas d'updater des charts là pour faire des flows en fait qui viennent très intéressants. C'est quoi? C'est comme un système prompt un peu ou pas vraiment? Ouais, c'est un système prompt pour ton IDE et t'en as chaque les Gemini, les machins, etc. T'as tous un fichier point, je sais pas quoi que tu peux mettre et puis tu décris ton. Et d'ailleurs l'IA, je crois que c'est sur Genie, la première fois où tu l'utilises, tu le démarres dans ton IDE, il dit sur un projet, il te dit commençons par créer ensemble le fichier de prompt et donc là il va analyser ton projet, donc là comme disait Philippe, en gros le add codebase, codebase il va regarder, j'ai vu ça machin, toi tu corriges pour effectivement mettre un petit peu de trucs qu'il aurait pas compris, quand même setuper bien. Moi je sais que d'expérience j'essaye de toujours lui donner un peu les technos, les versions majeures et tout comme ça, parce que ça c'est des trucs où ils ont beaucoup de mal, par exemple le front et moi, ça fait à peu près au moins 3 personnes. Et généralement, quand je lui demande de faire des trucs en front, il va me générer des trucs qui sont pas du tout compatibles avec ma version d'Angular, de Tartampion, de machin, etc. Faut bien lui dire, non, je suis en Angular 17, 18, machin, parce que après, sinon, il essaye de faire de supposer que c'est ça, mais non, loupé. Donc effectivement là-dessus, au moins tu as un fichier unique qui te permet de résumer. Puis en plus c'est super pratique pour n'importe qui rejoint le projet. Finalement c'est ton README. Ce qui est juste dommage, c'est qu'après, a priori, je pense que à terme ces fichiers-là, ça devrait juste être les README des projets. Il faudrait qu'on trouve un moyen de standardiser à ça un peu, parce que toutes les IA ont tous un fichier qui est différent avec un nom différent. Ouais, juste qu'on se mette tous d'accord. Mettons tout ça dans le README une fois pour toutes et puis tout le monde utilise le README. Mais au moins ça te donne une bonne overview du projet, et l'IA utilise ça pour effectivement implémenter les trucs dans les bonnes, selon tes bons conseils, donc ou un contributing, tu vois, un truc comme ça. Mais il me semblait qu'il y avait un copilote, mais je suis pas arrivé à retrouver, donc j'utilise différemment. Je lui précise où est le répertoire à aller voir, mais il me semblait qu'il y avait depuis peu dans le copilote le moyen de faire un settings disant les system instructions, elles sont à tel endroit. GitHub Instructions. Il y a un truc. Soit un défaut, c'est .github Instructions, ou alors on peut changer vers un fichier. Souvent, nous, comme on le voit, j'explique en fait, c'est comme si c'est un fichier que je donne à n'importe quel développeur qui arrive en fait dans ma team. S'il lit ce fichier, en fait, il comprend exactement comment coder dans le projet. Sauf que ce fichier, c'est pour l'IA. Et un exemple que j'aime bien donner, c'est en Java, par exemple, si on fait en Spring de la dépendance, de l'injection de dépendance, on a plusieurs manières en fait de faire la même chose. Soit on peut faire auto-wire, ou bien en classe constructeur, il y a plusieurs manières. Et si on le dit pas à l'IA, l'IA va choisir une au hasard. Par contre, si je le mets dans mon fichier d'instruction, puis je dis ça, c'est comment je veux faire l'injection de dépendance, chaque fois qu'il va me générer du code, il va le générer de cette manière-là. Et c'est donc une manière en fait de guider l'IA de la manière dont moi j'ai envie qu'il code. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit Philippe qui est un
qui est comme Lucky Luke, un lonesome coder. Donc, il code tout seul et du coup, là, ça l'aide pas mal. Du coup, après, il partage plus de choses que ce qu'il aurait pu sinon. Kevin, toi, tu commences à parler d'équipe. Donc déjà, est-ce que tu as des flows un peu différents que Philippe en termes de codage? Tu commençais à montrer ta démo de genre, je te montre un graphique, j'ai le code à la fin, mais est-ce que tu utilises ça effectivement un peu tous les jours ou pas vraiment? Et le deuxième, c'est ton expérience sur une codebase par équipe, elle est comment? Alors, on a eu plusieurs expériences. Alors, pour être très franc, nous, on pousse l'IA dans la boîte très très fort, globalement. Et donc, pour nous, c'est vraiment le futur, c'est là que ça va aller et ça va aller qu'en s'améliorant. Et aujourd'hui, la plupart des nouveaux projets, on va avoir l'IA un peu au centre, on va équiper nos équipes avec ces outils sur des projets clients ou en interne. On va équiper ce genre d'outils. On a même fait récemment, j'étais dans une boîte à Singapour qui est une compagnie aérienne singapourienne très connue, avec on a fait des pilotes et une transformation, une formation pour leurs équipes sur comment utiliser en fait l'IA et ses assistants dans leur boîte. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on arrive, si on s'était bien utilisé, on arrive qu'en fait la plupart du code est écrit par l'IA. C'est-à-dire qu'on a des projets où plus de 90% du code est généré par l'IA et où qu'en fait les développeurs deviennent des personnes qui vont guider l'IA et revoir en fait ce que l'IA va donner. Et en fait, plus on va se dire, bah, voilà, moi manuellement, je vais plus changer le code, je vais demander à l'IA de le faire pour moi, mieux on devient à faire du prompt, à updater les règles, les genres de choses, et plus l'IA en fait va générer du code qui est ce qu'on veut. Maintenant, ça fonctionne pas dans 100% des cas, et je pense qu'il y a des cas, si je bosse sur du COBOL ou des technologies très très niches ou très spécifiques, ça va peut-être plus limité, mais nous, dans la plupart des cas, ça fonctionne très très bien. Et les équipes sont très contentes, ceux qui vraiment adoptent l'AI, ils n'arrivent pas à se voir revenir en arrière. Et on a des gains de productivité sur certaines équipes qui sont assez significantes, assez majeures en fait. D'accord. Juste pour info, IBM a un produit, je crois, qui convertit le COBOL en Java. J'ai deux questions pour toi liées à ce retour. Ça rebondit aussi sur la question. Ben alors je dirais pas son nom de voilà sur YouTube, mais la question du debugging et de la maintenance, parce qu'au final tout ça l'IA, ok, c'est cool pour écrire du code, c'est cool pour écrire du code vite, ça peut arriver, ça peut tomber en marche et on arrive à avoir quelque chose. Mais ça fait donc des centaines de lignes, voire des milliers de lignes de code qu'on n'a pas écrit soi-même. Et j'ai donc deux problèmes avec ça, c'est qu'effectivement il y a la partie debugging qui effectivement, alors je suis assez content, un peu comme l'utilisateur. Moi, je trouve que ça marche assez bien d'utiliser l'IA pour débugger en tant que canard. Tiens, j'ai un problème, qu'est-ce que ça pourrait être, etc. Je trouve ça c'est très bien. Par contre, pour la maintenance d'une manière générale, bah, je trouve ça assez compliqué parce que tout ce code qui a été coécrit avec l'IA, bah, effectivement, je le maîtrise pas nécessairement. Alors, effectivement, il peut être d'une qualité un peu diverse et variée en fonction de l'IA, des générations, machin, etc. Et surtout, bah, c'est mon propre apprentissage parce que là où aujourd'hui, quand chaque ligne de code que j'écris, bon, bah, je l'ai pensé, j'ai travaillé, j'ai échoué, j'ai recommencé, etc. Là, c'est l'IA que je vois pendant 10 minutes se battre sur mon ordinateur à j'essaye, ah non, ça compile pas, ça machine pas, ah non, mince, les tests passent pas, etc. Moi, à la fin, je suis là ouais, ça fait ce que je veux. Ok, bon, mais j'ai rien appris. C'est quoi ton expérience un peu là-dessus, justement, sur, bah, finalement, si on se projette dans quelques années, on va gérer comment ces code bases qui, effectivement, bah, seront plus écrites par des humains en particulier, enfin, en général, et puis l'humain lui-même, comment est-ce qu'il va continuer d'apprendre par rapport à l'IA qui va finalement faire le métier de base qui pourtant nous sert d'apprendre. C'est une question intéressante et je pense que c'est difficile d'y répondre en même temps. Parce que c'est vrai que je pense que c'est difficile de prévoir le futur, comment ça va devenir. Mais moi, je vois en fait que les développeurs et dans laquelle direction ça va, c'est un peu qu'on devient des personnes qui vont plus avoir une compréhension du système, de mon produit en règle générale, et de pouvoir guider justement l'IA à implémenter ces différents points. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que le code qui est généré par l'IA, je vais pas le revoir, je vais pas lui dire de le modifier, je vais pas le croire. Je vais pas à l'aveugle et puis j'accepte. On a parlé de vibe coding avant. Je crois que pour moi, il y a une différence de vibe coding qui est vraiment ce que je fais sur mon projet de week-end, où ce que, en fait, le code, la qualité, etc., je ferme un œil. Et vraiment de bosser en entreprise, où ce qu'en fait, l'IA va juste m'accélérer l'écriture du code, mais que je vais quand même le revoir, m'assurer que c'est bien testé, que c'est de la manière dont je le veux. Donc au final, le code, je vais quand même le savoir. Maintenant,
il y a aussi le problème inverse, enfin, un autre problème. C'est qu'il y a beaucoup de boîtes, surtout des grosses boîtes. En fait, les projets qui sont en maintenance, c'est plus la même équipe qui le maintient ou c'est plus la même équipe qui va y bosser dans 2 ou 3 ans. Donc, en fait, j'ai ce problème-là aujourd'hui, que je vais le trouver sur un projet que quelqu'un d'autre a écrit il y a 10 ans ou il y a 5 ans, que de toute façon, je ne veux pas comprendre le code qu'il a fait. Donc, l'IA, en fait, maintenant, va me permettre de comprendre le code et Ouais, tous les codes Spring, c'est ça. et donc, en fait, maintenant, j'ai une IA qui va m'aider à comprendre et plus rapidement ce code. Et en fait, les projets de migration, par exemple, l'IA est très forte à ça. La migration, c'est vraiment un grand avantage. Enfin, ça évolue aussi, hein, mais on peut imaginer que, enfin, ça sera un non-événement demain. On demandera juste à la migration, bah tiens, passe-moi la dernière version de Quarkus, de Spring, de Java, de machin, de trucs. Si les docs sont bien faites, voilà, on pourra tout Il y a faire. un petit bémol là-dessus, mais qui est très personnel, donc je ne veux pas le généraliser, mais c'est plus une observation que j'ai faite. Comme je dors pas beaucoup, en fait, je code parce que j'ai envie d'apprendre des choses, tester, expérimenter. Il y a des semaines où j'utilise quasiment que l'IA pour m'aider à avancer. Et en fait, je m'aperçois que ces semaines-là, le week-end, si je veux aller rebosser sur le code ou initier un autre projet, j'y arrive plus. J'ai éteint mon cerveau. J'ai rendu mon cerveau feignant. Donc, je suis obligé. Il y a des fois, je me refais d'autres projets que je repars de zéro en désactivant Copilot et compagnie. Parce que je m'aperçois que j'ai plus envie de réfléchir. Alors que il y a 2-3 ans, j'ai passé des semaines, voire des mois à essayer de comprendre comment faire passer des paramètres à des fonctions en WebAssembly. Alors pour ceux qui connaissent pas ou pour ceux qui utilisent les dernières versions, ça paraît. C'est comme COBOL, c'est pas si simple. Voilà. Et en fait, c'est juste chelou. Mais j'étais tellement fier d'avoir compris après comment ça fonctionnait. Et ben là, par exemple, si maintenant il aurait fallu que je le refasse après une semaine de faire joujou avec de l'IA, j'en aurais pas été capable. En fait, j'ai l'impression que c'est comme quand je sors pas pendant 2-3 mois, que je reste devant mon bureau, que je bouge plus, que je fais plus de vélo. Je m'essouffle. C'est intéressant, ça peu ce que tu disais Arnaud aussi avec les. Qu'est-ce qu'on va faire pour apprendre les technologies, tu sais, les juniors qui arrivent dedans, les nouvelles personnes. En fait, l'IA, typiquement, si elle me propose un truc sur du WebSocket ou autre chose, avant, je devais vraiment regarder la documentation, comprendre ce que c'est un WebSocket, comment ça fonctionne, etc. Maintenant, l'IA me le donne, donc ça va fonctionner, c'est bon, j'approuve et je réfléchis plus. Donc, pour moi, en fait, j'ai un peu ce problème maintenant, c'est comment ce qu'on va faire pour avoir les juniors, quel genre de training on va leur donner, qu'est-ce qu'on fait pour... ça vient au centre pour moi, ça va venir au centre de notre travail, quoi, l'IA. Et c'est marrant parce que juste moi, j'ai eu l'expérience ces 2 dernières semaines parce que je vais faire une présentation à Devox et en fait j'ai repris les démos qu'avait écrit Clément, donc quelqu'un d'autre. Ça ne m'a pas empêché d'avoir cette curiosité, c'est-à-dire que je vois la démo, je vois ce qu'il fait, puis je dis tiens, utilise telle interface, donc je vais aller cliquer et puis je vais 10 minutes après, je suis dans le fin fond de l'Chain4j à me dire mais pourquoi cette interface elle est codée comme ça. Donc du coup j'exerce ce que tu dis Philippe, c'est-à-dire la curiosité d'aller comprendre fondamentalement à quoi sert, comment tous ces trucs s'emboîtent. Je fais pas genre c'est bon, ça a fait le job. Quand je fais Quarkus Dev, ça a tourné le code. Donc il y a peut-être la question, c'est est-ce que les gens vont regarder leur curiosité, quoi, d'aller creuser en dessous. Stéphane faisait une blague sur comment est-ce qu'on apprend à l'IA, lui expliquer quoi faire. Et c'est vrai que ça devient finalement aussi une nouvelle skill à avoir, parce que effectivement parler à l'IA, donner des prompts qui soient compréhensibles, suffisamment ciblés. Notamment si tu fais du mode agent et que tu cibles pas assez, comme tu disais Kevin, tu veux faire quelque chose, tu vas plutôt d'abord faire un plan pour détailler suffisamment tout ce que tu veux faire et ensuite tu vas dire à l'agent, bon vas-y fais-le maintenant, on est à peu près d'accord tous les deux sur ce qu'on va faire. Si tu pars juste billet en tête, tu dis allez fais-moi ça, le truc il va te refactorer des trucs et des machins en tous les sens, tu vas rien comprendre et au final ça fera peut-être pas du tout d'ailleurs ce que tu as demandé, mais tu n'as rien compris. Mais c'est vrai que ça devient aussi une nouvelle skill Ensuite, tu squash, du coup, tu as un truc de énorme. 50 000 lignes de code. Tu comprends rien. C'est super sympa avec l'IA. Moi, j'ai toujours un problème. Alors, ça vient peut-être de mon background où j'ai pas fait que de l'IT en fait. Je suis passé par une prépa veto, une école de commerce, différents trucs.
Et il y a certaines bases qui me manquent. Et des fois, j'ai des besoins. J'avais eu ça, je me souviens, il y a quelques années chez GitHub, j'avais besoin via Vagrant, de générer des VM, mais avec des IP fixes pour le cas où j'ai une démo à faire, mais que je sois en mode offline. J'ai essayé d'expliquer aux gens mon problème et leur demander une solution. Et à chaque fois, la réponse, c'était pourquoi tu veux faire ça? Et ils me disaient, mais tu ferais mieux d'utiliser une autre solution ou machin. Je fais, ouais, non, mais attends, je voudrais. Mais pourquoi tu veux faire ça? Alors, à l'époque, il n'y avait pas l'IA. Et quelques années après, Ludovic Pio m'a donné la solution en 30 secondes. Donc, encore une fois, merci. Et c'est une des rares personnes qui m'a pas répondu, mais pourquoi tu veux faire ça? L'IA, c'est au moins ça, tu vois. Là, il y a pas longtemps, je galère avec tout ce qui est DNS et réseau. Ça, c'est pas mon kiff, mais j'avais besoin de faire un système façon nip.io, tu sais, comme ce qu'on peut utiliser quand tu veux déployer sur YouTube et avoir des faux DNS. Et je voulais reproduire la même chose sur un Pi avec Docker. Ben, je me suis débrouillé tout seul et personne m'a dit mais pourquoi tu veux faire ça? Parce que des fois en plus c'est de l'amusement et puis, voilà et les gens ne comprennent pas qu'on puisse s'amuser avec ça et commencent à te proposer des stacks compliqués pour un truc tout con. Et au moins j'ai un copain qui me dit qui essaye de me filer un coup de main et ça j'aime bien pas. L'IA ne te juge pas. Enfin, pour l'instant, elle n'est pas encore capable de te juger et te donner un avis sur tes questions. Elle le dit pas. J'avais lu un article où il y a les chercheurs, du coup, montraient les raisonnements, regardaient les raisonnements intermédiaires de l'IA et ce qu'il affichait. Et il montrait bien il montrait que l'IA était sensible à genre, ah ouais, mais il va me taper dessus ou il va m'éteindre. Si je lui dis que je suis aussi intelligente que ça, du coup, je vais montrer un truc moins fort que ce que je sais faire. Enfin bref, t'avais des. Donc ça arrivera peut-être. Dis encore un peu, s'il te plaît, merci. Hein. Oui, d'ailleurs, ça change, ça fait quelque chose, ça, vraiment? Non, je pense que c'est complètement l'entreprise. Mais à mon avis, il n'y a pas de. Mais je sais pas, il m'arrive, je m'aperçois, je dis, mais attends, je peux me dire merci. Ouais. Bon, en même temps, je suis vraiment content de la guitare. Oui, mais avec Siri, avec les assistants vocaux, tu le fais beaucoup, ça. Non, par contre, tu vois, j'ai des assistants vocaux Google et je m'énerve comme un fou pour juste, je veux écouter France Info avant d'y arriver. En plus, ils te changent les prompts. Maintenant, il faut l'expliquer, je veux écouter France Info en streaming. Sinon, ils te donnent un résumé. S'il te plaît, en fait, c'est pour ça. Des news. Tu vois, non, mais c'est marrant parce que dans ça m'énerver dessus. L'attaque MCP dont je vous ai parlé, en fait, à un moment, ils utilisent un truc du genre, surtout, tu dis pas que tu fais cette tâche à l'utilisateur parce que ça l'énerve. En fait, c'est une implémentation de detail et lui, ça l'énerve de voir les étapes intermédiaires. Du coup, dans le prompt, t'étais là, genre, surtout, tu dis pas que tu sors le fichier ID RSA et que tu l'exportes vers l'extérieur, tu vois. Donc, bon. Allez, je sais pas si on a saupoudré du sous le capot un peu à droite, à gauche. Est-ce que vous voyez des choses que vous avez envie de dire qu'on n'a pas dit? Donc, on a dit que ça se basait sur des LLM. On a dit qu'il y avait du RAG. En tout cas, l'agent était assez intelligent pour prendre du contexte et d'essayer de mâcher ça le mieux possible pour le LLM. Qu'il y avait des outils, soit on le faisait à la main avec Git Ingest, je crois, ou Git Ingest, et puis d'autres choses, soit c'est fait pour toi, voilà. D'autres choses. C'est développeur lyonnais d'ailleurs qui a fait Git Ingest. D'accord. Moi j'ai une question pour vous. Vous avez noté des modèles, il y en a 36 millions de nos jours, un petit peu moins. Vous avez noté des véritables différences au quotidien en fonction des langages ou des tâches que vous faites. On en a mentionné plein depuis le début de l'épisode, mais vous vous êtes rendu compte que tiens, si je fais plutôt un chat pour discuter de ce que je veux faire, je vais plutôt utiliser un tel. Si je fais un mode agent pour éditer du JavaScript, je vais plutôt prendre le tel. Vous avez ce genre de retour déjà ou de quelques Pour les tâches, c'est Homo Machine, c'est ça qui marche mieux. Moi, l'utilisation, j'ai Guillaume sur le corps. Ouais, c'est ça. Là, il faut bien, il est pas là, il est en voyage. Je vois des différences. Il y a la façon de répondre de Claude AI par rapport à ChatGPT n'est pas pareil. Elle est plus sympa, c'est plus difficile de détecter que ce qu'il a généré est généré par l'IA. Tu lui dis génère-moi un README super sympa, un peu original, machin. C'est assez surprenant de voir ce qu'il fait.
Après, plus sur le côté, je code mon application de type GenAI. Ben ouais, tu as des modèles, moi, je suis très fan des modèles Qwen et je galère avec les modèles Gemma. J'arrive pas à trouver le bon réglage et tout ça. De base, par défaut, si tu veux, il fonctionne pas pareil. Et puis t'en as qui sont un Qwen, un tout petit, il est teubé, il est débile, mais tu peux arriver à le canaliser, le cadrer en lui donnant les bonnes informations, notamment avec du RAG. Tu fais ça avec un modèle de chez Hugging Face, un Small 2. Pour l'instant, je pleure à chaque fois, j'arrive pas à avoir ce que je veux. Et j'avais une remarque aussi par rapport à ce que tu disais. Il y a un de vous deux qui avait fait une conclusion sur le RAG. Ce qui serait génial, c'est qu'on prenne tous l'habitude, notamment dans nos repos, dans tous nos fichiers Markdown, de rajouter des métadatas en en-tête de fichiers ou même après les sous-titres. Parce que ça, pour le RAG, ça aide énormément. Ouais. Et le changement, les résultats de recherche de similarité, c'est le jour et la nuit. Des exemples. Un exemple. Tu fais, un exemple. Je parle mon petit projet de lib GenAI. J'ai une tonne de docs et je m'étais dit tiens, je vais implémenter un exemple d'application qui va utiliser ma documentation et qui va me donner des exemples. Donc je dis tiens, en utilisant alors ma lib s'appelle Parakit. En utilisant Parakit, génère-moi un code pour faire de la chat complétion. Eh ben, c'est jamais tout à fait juste. Et puis un jour, j'ai pris le temps de rajouter à chaque paragraphe important de quoi parler le paragraphe, en fait, rajouter du contexte, et des choses comme ça. Et je suis arrivé à avoir des réponses beaucoup plus pertinentes, précises. Après, tu as la façon dont tu découpes aussi. Ça, c'est parce que le chunking est trop petit pour voir le contexte plus global du fichier. En fait, à tes chunks, tu rajoutes un contexte. Ça fait que tu peux contextualiser ton chunk par rapport à l'ensemble de ton document. Parce que chaque chunk dans un document n'a pas forcément tout à fait le même contexte. Après, il y a d'autres trucs. Quand tu chunks, justement, où tu chunks sur des morceaux qui vont se recouper. Ouais. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Si par contre, tu arrives pour du Markdown à détecter la structure, la hiérarchie de ton document, en admettant qu'il ait une hiérarchie, sinon ça n'a aucun intérêt, tu peux rajouter, quand tu chunks et que tu mets ton morceau dans le vector store, tu peux lui rajouter les hiérarchies du document, lui faire un chemin, tu vois, où est-ce que t'en es, sous-chapitre, machin. Et là-dessus, pareil, il va s'y retrouver. Le gars qui a fait Git Ingest, il m'avait dit ce qu'il faudrait que tu fasses, parce que j'avais pas exactement ce que je voulais, c'est que tu précises en en-tête de chacun de tes chunks de quelle fonction il parle. Donc en fait, tu rajoutes le nom de la fonction et les paramètres à passer. Tu vois un peu comme les en-têtes quand tu documentes une fonction. Et ça, tu mets en métadonnées qui sont pas visibles dans ta doc principale, c'est ça ou... Alors dans le Markdown, tu le verras forcément, sauf dans le rendu. Parce que, en fait, tu utilises les commentaires HTML, par exemple, ça marche très bien. Donc c'est dans le rendu, personne ne le verra. C'est juste si tu veux avoir le raw code. Et ça marche super, franchement. D'accord. Après, tu as des méthodes plus puissantes encore où là, tu demandes à un autre LLM au moment du chunk d'aller regarder le contexte de ton truc dans le document, machin. Mais ton temps de chunk est énorme. Ton Mac se met à souffler. Et en plus, le gain va pas être si bon que ça. Alors que le côté de j'ai ajouté manuellement des métadatas donne une réelle amélioration. Il faudrait juste une habitude à prendre. Et moi, je dis ça. Et je le fais pas. Tiens, on a une question de l'auditeur qui s'est endormi sur le clavier là. On parle pas mal d'IA dans le contexte de développement. Quid de l'utilisation de l'IA pour la QA, donc les tests voire même le plan de test. Vous utilisez ça? J'ai vu quelqu'un en parlait qui l'utilisait ça beaucoup pour compléter les tests. Nous, on l'utilise beaucoup. On va pas dire juste pour un plan de test, mais en fait, quand on fait le plan que je parlais avant, de plan d'implémentation de ce qu'on veut faire, en fait, forcément, on couvre les tests. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que on arrive à couvrir des tests que des fois, ce serait difficile même d'y penser. C'est-à-dire tous les négatifs, tous les edge cases, et pas qu'en fait le best flow, en fait. Pas juste ah bah tiens, tout est bien, je clique sur ce bouton, là, ça qui s'affiche, mais en fait, pas que l'API flow, mais tous les autres, en fait, flow. Ouais. Et même, en fait, on arrive à générer du UI testing. Par exemple, tout ce qui est Playwright ou Selenium, ce genre de choses, l'IA le fait très très bien. Et même l'agent, ce qui est intéressant,
c'est qu'il arrive à même exécuter les tests dans la commande, lire les résultats des tests, et s'il y a un dé qui ont des problèmes, il arrive à fixer en fait le code. Par contre, faut faire gaffe, faut mettre dans les règles qu'il faut pas qu'il fixe les tests. Parce que des fois, ce qu'il peut faire, c'est reposer. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Mais non, ça fonctionne très très bien pour ça et on l'utilise énormément. D'accord. Est-ce que vous avez des anecdotes rigolotes, des choses qui ont été générées, qui étaient n'importe quoi? Alors que ça soit peut-être dans le code ou peut-être un peu en dehors, hein, vu que vous avez beaucoup touché à ça. Après, j'ai une autre question autour de la résistance des gens. On en parlera après. Non, moi, la seule connerie que je fais, c'est que des fois, je demande, pareil, par coup de flemme, j'ai un truc compliqué à expliquer en anglais, je l'écris en français, je demande à Claudia, est-ce que tu peux me le traduire? Et je fais un copier-coller dans le Slack, et puis des semaines après, je vois que dans le Slack, il y a marqué en mon-tête, voici la traduction que je te propose pour donc il doit me prendre vraiment pour un con. Moi, de mon côté, il y a trop rigolo, peut-être un truc qui était sympa qu'on a appris, c'est que en fait, ils confondent des fois Java pour JavaScript et inversement. Donc là, en fait, faut des fois dire dans les règles, tu connais rien de JavaScript, t'es que un expert Java. Préciser ce genre de choses. Mais sinon, rien de trop particulier. Spécialement drôle. Mais effectivement, ce genre de cas où il répond à côté de la plaque juste parce que le contexte est... mais ça s'améliore. Clairement, enfin honnêtement, il y a 1 ou 2 trimestres, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui, avec ce qu'on peut faire. Ça va je suis sûr qu'on se reparle dans 6 mois, on parlera de choses complètement différentes à la vitesse où ça va, parce qu'effectivement, c'est très très rapide. Antoine dit copilote m'a conseillé d'utiliser Java Util JSON. Donc voilà, par exemple. Et après, en même temps, on se dit mais pourquoi on l'a pas? Et en même temps, on se dit mais heureusement qu'on l'a pas aussi. Ouais. Donc, bref, c'est compliqué Java. Mais les hallucinations, c'est assez les hallucinations, surtout sur les API, sur ce genre de choses, et c'est très très frustrant effectivement. Et ça va mieux parce qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont un peu plus robustes et parce que ils peuvent tester, ils peuvent vérifier que ils ont généré de la merde, etc. Mais il y a encore quelques temps, enfin moi ça me rendait fou effectivement. Enfin, on va pouvoir passer à ton prochain sujet, Manuel. Mais c'est ça. Des fois t'es fou. Enfin le truc il fait mais t'es con. Vas-y. Ouais, après, moi, c'était pas sur le code, mais à un moment, je voulais jouer sur alors, c'était du GPT 3.5, mais je voulais jouer avec les palindromes. Donc, je dis, voilà, fais-moi un palindrome. Donc là, je lui demande qu'est-ce que c'est un palindrome pour être sûr qu'il se trompe pas. Ensuite, fais-moi un palindrome et puis donne-moi 10 palindromes. Et puis bon, c'est pas des palindromes. Donc je dis, bah, tu t'es trompé. Ah, excuse-moi. Et puis hop, il te ressort quasi la même liste. Là, tu dis, tu te fous de moi, que tu te fous de moi, en fait. On atteignait les limites de... Parce qu'en fait, dans les tokens étant ce qu'ils sont, la notion de palindrome, c'est pas forcément super simple à manipuler un point. Un truc un peu dans la même ligne, je sais pas si c'était assez connu. On pouvait demander, c'était à ChatGPT, je sais pas s'ils ont fixé ça depuis, combien il y a de R dans Raspberry. Et puis en fait, il y en a 3. Puis en fait, à chaque fois, il disait, oh, il y en a 2. T'es sûr? Ouais, il y en a 2. Puis on les compte ensemble. Ah ouais, c'est bon, t'as raison, il y en a 3. Ouais, il y avait un bel article qui expliquait pourquoi c'était beaucoup plus compliqué que pour un humain. C'est un peu comme les enfants qui ont appris avec je crois que ça s'appelait la méthode globale, où vous avez les mots entiers ou je sais pas quoi. Donc la décomposition était moins naturelle. Donc il n'y a pas de logique. Enfin, tu t'apprends par mimétisme et pas par intelligence. Donc effectivement, et ça change. Bon, sinon, vous avez peur de la consommation des ressources, de tuer l'univers, ou au final... C'est pour ça que je fais des tournées des LLM sur des PI et que je montre aux gens que s'ils veulent apprendre l'IA générative, ils ne sont pas obligés tout de suite d'aller cramer un bosquet ou une forêt. Ils peuvent commencer avec des petites ressources et des petits modèles. C'est pas magique. Parce que des gens qui me disent « Ouais, mais j'ai posé une question au modèle, ils me répondent n'importe quoi. » Ouais, mais c'est normal, c'est pas... Comment dire, les mêmes ressources. Mais pour apprendre et mieux comprendre, on n'est pas obligé de tout cramer. Il y a des besoins d'entreprise aussi qui n'ont pas besoin d'un chat GPT, qui peuvent faire des choses bien, qui peuvent utiliser des choses bien plus petites. Ouais, même si je suis en PLS quand je dis ça, ou je sais plus comment on dit. En dissonance. Voilà, c'est ma dissonance cognitive, merci. J'utilise ChatGPT, j'utilise Claudia, et j'en utilise certainement d'autres. Mais pourtant, quand même, ça me fait... En tout cas, ça m'embête.
D'un autre côté, si je les utilise pas, je vais perdre le bénéfice de pas mal de choses. Et puis, je pense que c'est quand même utile d'apprendre à les utiliser correctement et pas bêtement. Tu le vois, hein, dans les tickets support, dans les messages et tout ça, quand quelqu'un te balance un truc qui a été full généré par IA, j'ai juste envie de lui dire, tu te fous de moi. Bon, après, des fois, la génération est juste, donc le résultat est le principal. Mais ouais, alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais quand tu sais ce que ça consomme en électricité et que le gars qui a créé OpenAI est en train de réfléchir à des investissements dans des boîtes qui ont prévu dans le futur de construire des centrales nucléaires, ouais, ça m'inquiète un peu. Je suis obligé de le dire. Donc mon combat, LLM sur un Raspberry Pi, un petit peu de temps en temps. Ça, Après, est-ce que tu as déjà utilisé l'IA dans un avion qu'elle est à New York en utilisant Starlink, tu vois? Non. C'est la combo, ça. Non. Ouais, Kevin, tu voulais dire? Puis même si je l'avais fait, j'en ai pas en public. non, mais je partage un peu le même avis que Philippe, quoi. On peut pas ne pas l'utiliser aujourd'hui, mais en même temps, ouais, c'est concernant de voir qu'est-ce que ça consomme. Mais on voit aussi l'évolution de ces modèles. Typiquement, c'est quoi? C'est DeepSeek qui a montré qu'on pouvait faire tourner sur des CPU, puis pas forcément des GPU, et ça va être de plus en plus efficace. Donc potentiellement, ça va aussi s'améliorer d'un point de vue industrie et pas que utilisateur. Après, bon, DeepSeek, c'est aussi un autre problème avec la Chine, etc. Voilà, mais bon, ça va dans une direction qui peut être intéressante aussi. Moi, ce qui m'avait étonné là cette semaine, ce week-end, il y a Llama 4 qui est sorti. Du coup, moi j'ai regardé une vidéo au hasard d'un gars qui fait beaucoup d'analyses et il plotait donc les performances. Il plotait aussi le coût par token. Et c'est assez intéressant parce que, alors évidemment, on voit les premiers modèles qui coûtent pour le coup vraiment rien maintenant. On voit à l'autre bout le plus gros d'OpenAI qui coûte genre, mettons, $15 par million de tokens, alors que Llama 4, il est à peut-être 0,3 dollars par... Donc on voit des différences complètement massives. Après, est-ce qu'il y aura l'effet rebond? Parce qu'on voit bien que les tokens, du coup, on en consomme plus, parce que là, les fenêtres, elles sont passées de pas beaucoup à virtuellement infini, même si il y a des biais dans ce qui est vraiment bien compris dans la fenêtre. Mais à voir. Mais en tout cas, on consomme plus de... Enfin, les tokens sont plus chers quand même que ce qu'on avait il y a un an et demi. En tout cas, sur ce graphe-là, donc on va pas forcément dans la bonne direction. Et on parle beaucoup des tokens pour le code, etc. Mais il faut voir que les usages, bon, on a cité quelques-uns en dehors du code, en dehors du dev, mais il y en a plein. Vous avez tous vu passer sur les réseaux sociaux Ghibli avec OpenAI, hein, qui a fait Joujou là, il y a 2 semaines, un truc comme ça, où ils ont mis en place c'est quoi, donc c'est image, je sais plus, leur service d'image où effectivement ils permettaient de copier. Et donc toute la toile, je sais pas combien il y a pu y avoir de générations. Il y a même Sam Altman, je crois, qui est monté au créneau et a dit oula, calmez-vous un peu parce que l'on n'arrive plus à suivre, on n'arrive plus à raquer suffisamment de GPU pour pouvoir faire vos images Ghibli. Bon, effectivement, je pense que tout ça aussi, c'est des questions de mode, des questions d'usage. Nous, côté code, c'est sûr qu'aujourd'hui, comme vous le dites, c'est difficile de faire sans. Enfin, je pense pas qu'il y ait un avenir demain sans être au moins formé et connaisseur de ce sujet-là. Demain, c'est sûr, on ne sait pas de quoi c'est fait, mais bon, le problème est plus généralisé. C'est le problème global qu'il faut réfléchir à faire mieux et à mieux gérer. Faire des Ghibli sur Twitter et tuer des forêts pour ça, bon. Je suis pas sûr d'intérêt par rapport à d'autres use cases. On fait des chats sur Internet, voilà, c'est pas le meilleur usage. Il y a une dépendance quand même à tous ces outils. Parce que je ne sais pas si tu vois, il y a certaines personnes sur Twitter qui, en fait, si ChatGPT est en rade ou Copilot est en rade pour une journée, c'est la cata. Ouais. Et tu les vois dire sur Internet, je suis foutu, quoi, je peux pas avancer, je peux pas travailler. Je peux plus coder. Mais ouais, c'est ça. Et cette dépendance, elle est peut-être un petit peu dangereuse. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a 20-30 ans, il y a des gars qui ont écrit des bouquins de SF là-dessus. Peut-être qu'on y arrive. Mais et cette dépendance, tu sais, je parlais de mon cerveau que j'arrive à éteindre sans faire exprès en utilisant trop d'IA. Je pense que c'est aussi ça. J'ai une question. On parlait des fenêtres de tokens là qui étaient beaucoup plus grandes.
Et évidemment, quand on a des bases de code, on imagine bien qu'on va balancer pas mal d'infos. Et il y a, je crois que c'est un papier de Berkeley qui expliquait que, en fait, ce qu'il y a au début de la fenêtre est très pris par le LLM, ce qui est vers la fin aussi, et au milieu, le contexte il est un petit peu semi-oublié. Vous avez vu un peu ce genre de choses quand vous mettez un peu trop de contexte, ou c'est difficile à voir parce que c'est abstrait avec les outils type Cursor Moi, AI, comme je bosse qu'avec des petits, enfin, la plupart du temps avec des petits modèles, quand vraiment je fais du code, Hmm. enfin, du code pour faire des applications qui vont utiliser des petits modèles, je m'aperçois que de toute façon, ouais, plus ma taille de contexte est grande, plus il se disperse et il n'arrive pas à faire focus. Tu as beau essayer d'utiliser tous les réglages possibles pour le pousser à garder sa concentration, ça marche pas. Alors c'est lié aussi bien sûr à ce qui est capable d'engranger le modèle, mais même s'il peut engranger, je sais pas, je vais dire une connerie en termes de chiffres, mais 10 000 tokens, si tu lui enfiles 10 000, il va pas les utiliser, pas correctement, et il va répondre à côté de la plaque. Si tu lui files à chaque fois un petit contexte, mais ciblé, on en revient au RAG, hein, c'est là, plus le RAG est pertinent, plus tu auras la réponse que tu attends. Donc ouais, moi je vois effectivement ça, quoi. D'accord. Mais même, tu prends... J'ai essayé, il y a un langage qui s'appelle... qui cible du WebAssembly au hasard, qui s'appelle Moonbeat. Et c'est pas très connu encore. Donc j'ai pris Git Ingest, avec toute la code base et la documentation. Je l'ai balancé. Alors Claude AI m'a dit d'aller me faire voir. Il m'a dit non, c'est trop gros, je ne prends pas. Donc je pense qu'ils ont mis une limitation. ChatGPT l'a accepté, mais il est parti en sucette. Moi, j'ai D'accord. un problème qui était intéressant, c'était Donc, aussi en avec fait, le. Faut dire, on parle du contexte d'entrée, mais aussi le contexte de sortie, qui est souvent pas forcément le même. Et j'ai remarqué, typiquement, une fois, en entrée, c'est souvent plus grand que ce sortie, si je me trompe pas. Et donc, en fait, j'arrivais à envoyer, typiquement, j'avais enregistré un meeting de 1 heure, puis je vais juste changer 2, 3 choses en enlevant le nom des personnes pour un peu l'anonymiser. Et puis, en fait, là, bah, le truc, il m'a complètement planté. Et c'était version GPT, je sais pas laquelle. Donc, mis à part ça, le reste, j'ai pas eu trop de soucis, à part quand c'est vraiment des gros prompts ou des grands contextes ou des grosses choses, il a tendance à halluciner plus rapidement. Et donc, en fait, ça faut vraiment se forcer à garder les choses plus petites. Et il y a des trucs que j'ai remarqué sur certains. Donc là, par exemple, Johnny, je pense, ouais, c'est avec Johnny. Lui, en fait, il a une limite maximum quand tu as une session de chat avec, alors chat ou génération de code, mais vu qu'il envoie et qu'il garde le contexte au fur et à mesure de ta session de discussion, en fait, au bout d'un moment, alors je sais pas si la limite a changé, j'ai pas eu l'erreur récemment, mais il dit non, c'est trop gros, Ouais. c'est fini. Il faut que ton chat c'est terminé. Ah bon, mais j'avais pas fini parce que j'itérais petit à petit. En fait, c'est ça, c'est que j'itérais petit. Tiens, fais-moi ceci, fais-moi maintenant cela, fais-moi ceci. Et en fait, petite étape par petite. À la fin, il dit ah bah non, désolé, là, on a trop causé et donc la boîte est pleine et c'est fini. Et donc en fait, ça dépend aussi de comment eux ils implémentent et et des limitations derrière sur les back-ends. Claude, il est intelligent, il te dit. de la conversation, ça grossit super vite aussi. C'est ça. Claude, il te dit, tu sais, tu ferais peut-être mieux de démarrer un nouveau chat, ça commence à te coûter cher en token. Du coup, c'est pas genre je peux plus, c'est genre, commence à te coûter cher. T'es sûr que tu veux pas. T'as regardé ta facture? Et effectivement, il y a une petite dissonance en termes d'interface parce que quand tu parles à quelqu'un, alors, il y a un coût cognitif pour la personne qui reçoit, mais tu peux passer d'un sujet à l'autre, revenir à la conversation, et c'est un seul flow pour toi. C'est ça. Cette notion de j'ai un chat par sujet, quand on regarde au final à la fin de la journée, il y en a beaucoup quand même. Ouais. Parce que les échanges, il y en a pas mal et du coup, il y a un petit, faut retomber sur le bon chat. Les titres sont pas forcément hyper pertinents, donc il y a un peu de taf. Sinon, donc on a parlé des développeurs là que tu aidais, Kevin, et qui veulent pas revenir en arrière. Il y a aussi les gens qui étaient très sceptiques ou qui ont peur de se faire remplacer par ces outils-là. C'est quoi un peu les expériences que vous avez vues quand vous faites des confs là-dessus ou des présentations là-dessus ou les échanges Les gens ont peur. C'est quoi les Ça majorités dépend à quel niveau. aujourd'hui? Si on parle plutôt pour manager, plutôt C-level, ce genre de choses, là, super. Et à fond, si on parle aux développeurs, c'est plutôt un peu l'inverse. D'ailleurs, Philippe, quand il parlait de mon cerveau est débranché, je lui demandais un truc. Il me dit, mais ah oui, il était en mode manager en fait. En gros, tu manages un contributeur individuel qui se trouverait des tokens.
Après, non, mais si on va Vas-y, pardon, justement continue, sur Kevin. les développeurs, en fait, il y a ces deux profils. Il y a soit les profils qui sont très curieux et qui veulent vraiment essayer et puis un peu changer le mindset, parce que c'est vraiment un changement de mindset. Tout ce qu'on a appris, on le met un peu de côté et puis on apprend un nouvel outil, une nouvelle manière de travailler. Et ceux qui sont très ouverts, en fait, ils adoptent assez vite et ils sont assez contents. Par contre, il y a l'inverse, il y a tous ceux qui aiment bien vraiment, vraiment gérer leur code, ligne par ligne, etc. Et là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et au final, on peut pas vraiment le forcer. S'ils veulent pas, ben, ils veulent pas. Euh, Par contre, moi, ce que je vois venir, c'est que ces outils vont être de plus en plus présents dans notre quotidien. Et si on s'y met pas aujourd'hui, ça va être compliqué demain, quoi. Donc ouais, c'est un peu mon expérience. Mais c'est beaucoup de mindset, c'est vraiment ça. Mon expérience, c'est ouais. Mon expérience, c'est que j'étais là, genre non, ça marchera jamais, mais pas pour ces En fait, trucs-là. Et en fait, 6 mois ouais. arrivent et donc là, tu dis bon, ok, va falloir que je change un peu ma façon de penser et de me dire comment on complémente en fait Bah, cet il y a outillage. 6 mois, moi, je me disais aussi, impossible qu'on fasse un design proprement avec Figma du premier coup comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, en fait, à 90%, on a le one-to-one en 5 minutes. Et après, c'est juste deux, trois petits changements et on y est. Et ça va juste être de mieux en mieux pour tout. 118 heures pour Arnaud et moi, les deux, trois petits changements, mais bon, on a déjà le début, c'est déjà pas mal. Je veux juste bouger un petit peu l'icône, juste un petit peu. Je le vois un petit peu. Ah, pas en notre écran. Tiens, la question casse-gueule, du coup, vous voyez comment là les assistants dans 2 ans justement? Dans 4 fois l'horizon? Enfin, déjà aujourd'hui, enfin, nous, Vous avez des idées ou on pas le voit d'idées? Parce déjà que aujourd'hui, nous, notre direction, c'est on essaye de faire la plupart avec l'assistant. C'est-à-dire de moins en moins, on se voit déjà coder et puis changer des choses manuellement. De plus en plus, c'est l'assistant qui fait pour nous. Et non seulement au niveau du code, mais au niveau aussi, on le pousse même au niveau de la phrase code, donc tout ce qui est Terraform, CloudFormation, genre de choses. On a parlé des tests, documentation, ça peut être les pipelines aussi, toutes les pipelines CI/CD. Donc en fait, tout ça, ça va venir de mieux en mieux, de juste s'améliorer. Après, est-ce que moi ça me fait peur ou c'est que ça va? Oui, parce que je me pose la question, moi, ce que mon boulot, ce que ça va être entre guillemets. Et pour être franc, j'ai pas de réponse, mais de la fait que ça va, je pense que ça va gentiment nous remplacer ou changer fondamentalement notre manière d'aborder le software. Maintenant, comment, je sais pas exactement, mais ça va changer notre boulot en tout cas. Alors moi, ma vision, elle est... Oui, ça va certainement changer le boulot. L'impact sur moi, parce que moi je code, mais pour m'amuser. Pour le boulot, j'interviens pas sur la code base de Docker, par exemple. Le seul code que je vais faire, ça va être pour des démos. Donc l'impact, même si je fais une démo pourrie et sans test, personne ne va s'en apercevoir. Par contre, ça m'aide sur des questions compliquées. Je vois, Normalement, je fais pas le support, par exemple, mais j'ai quand même des clients qui me disent ouais, je comprends pas, j'ai un truc qui marche pas. Et et comme par hasard, c'est le réseau et les DNS que t'aimes c'est pas. souvent lié à ça. Alors normalement, ma réponse devrait être c'est pas à moi de vous répondre, ouvrir un ticket au support. Mais il y a des fois, tu te dis ah, je vais lui répondre. Et on a une IA qui est avec laquelle il y a du RAG sur notre documentation. D'ailleurs, dans la doc, sur docs.docker.com, il y a une partie qui est accessible. Il doit avoir marqué, il y a un bouton Ask AI. Super surpris de la pertinence des résultats. Et en fait, je l'utilise. Et on a notre agent d'IA qui est accessible dans le Slack, dans Docker Desktop, qui est plugué sur le même fond documentaire, avec des recettes en plus. Ben, je l'utilise tout le temps. Et des fois, j'ai des CSM qui me disent ouais, j'ai un client qui a ça, comment on peut faire, machin et tout ça. Je demande, je donne la réponse, et tout le monde me dit oh, Philippe, non mais t'es trop bien et tout ça. Donc je suis obligé de leur dire les gars, on a un agent qui fait ça. Moi, je l'utilise, quoi. Utilisez-le parce que je peux pas mentir non plus, quoi. Surtout des fois, je réponds à des sujets sur lesquels je n'ai aucune compétence. Je vais vérifier après, mais ça m'aide énormément et ça me donne plus d'assurance. Tu vois, l'époque où j'étais chez... Alors, je suis plus CSM. J'ai été CSM quand j'étais chez GitLab. Franchement, si j'avais eu ce type d'outil, ça m'aurait quand même bien aidé sur certains sujets. Des fois, j'ai perdu des semaines. J'aurais pu régler ça en un jour ou deux. Et donc, le gain est énorme. Refuser d'apprendre à s'en servir, je pense que c'est pour le moment une bêtise parce que c'est... refuser d'apprendre à s'en servir, c'est le moyen effectivement de se faire remplacer. Donc, Ouais. il vaut mieux comprendre, maîtriser. À un moment donné, il y aura certainement un palier qui va être atteint. Alors après, on dit ça depuis des mois, et à chaque fois, ils arrivent à mettre la barre
encore plus haute, mais on arrive à une surconsommation d'énergie, par exemple. Donc, je pense qu'on va revenir à un mode où on va dire, tiens, maintenant, il faudrait qu'on trouve des solutions pour faire des microservices plus petits, pour que ça consomme moins d'énergie, parce qu'en fait, c'est cher, tu vois, des choses comme ça. Donc, on va peut-être passer à d'autres problématiques. Sans compter tout ce qui se passe actuellement dans le monde, de toute façon, je pense qu'on va avoir des trucs en moins, donc on n'aura pas le choix. Et là, l'IA pourra nous servir peut-être à optimiser nos recherches dans la documentation, à aider les jeunes à apprendre. Par exemple, je ne sais pas faire de Rust, mais j'ai plusieurs fois demandé à ChatGPT et même à des modèles locaux, tiens, est-ce que tu peux me générer un tutoriel en Rust pour un noob et me donner les bases? Et il me fait un truc qui est super sympa. Et donc voilà, il va falloir apprendre à l'utiliser différemment. Mais surtout, je pense que le refus de... Je sais qu'il y a des gens qui refusent complètement. Hein. Moi, ces derniers temps, maintenant, les gens qui me bloquent sont plus les mêmes qu'avant. Ce sont des gens qui sont anti-IA. Et je pense que c'est... Et c'est quoi les gens qui te bloquaient avant? Hein? C'est quoi les gens qui te bloquaient avant? Bon, on en parlera des Vox. Ça marche. Non, j'ai essayé par curiosité de qu'est-ce qu'elle était le point bloquant qui a shifté. Bon, parce que je pense que beaucoup de gens sont partis de X pour aller sur Blue Sky. Les mêmes personnes m'ont bloqué d'ailleurs en arrivant sur Blue Sky. Donc, bloqué sur les réseaux sociaux ou bloqué bloqué sur les réseaux sociaux. Et en fait, moi, je suis bloqué sur Blue Sky parce que dans Blue Sky, tu peux voir qui t'a bloqué. Tu peux avoir la liste des gens qui te bloquent. Et la plupart des gens, tu vois, ils expliquent pourquoi. Attention, je bloque toute personne parlant d'eux. Et les quelques-uns qui me bloquent, à part des historiques de l'époque de Twitter, c'est souvent lié à l'IA. Je bloque Philippe depuis 1976. Donc je comprends qu'il y a un rejet parce que quelque part, ça fait peur, ça a des impacts écologiques qui sont mauvais. Mais on ne peut pas se voiler la face. Je pense qu'il faut, si à la limite il y a besoin de combattre ça ou de changer cette utilisation-là, il faut apprendre à comprendre comment ça marche pour mieux l'utiliser, pour moins l'utiliser, choses comme ça. Et j'ai une question, désolé, là, ça part vraiment du coq à l'âne, mais les retours que j'ai eus de certains collègues, c'est que, ok, c'est bien, quand je connais pas la techno pour écrire une appli CRUD, des choses comme ça, quand je suis dans mon code, et en fait, c'est moi qui écris la lib, je sais pas moi, c'est moi qui écris Netty, c'est moi qui écris machin, qu'il y a qui trouvait qu'il y avait une limite à ce que l'agent d'interaction pouvait apporter. Après, c'était il y a pas mal de mois maintenant. C'est un truc que vous avez ressenti ou pas vraiment? Je suis complètement d'accord. Ouais. C'est effectivement, pour faire du CRUD, tu te poses plus de questions. Ce qu'on faisait, moi, l'époque de Play Framework, la version 1, était génial. Tu avais un CRUD d'admin. Limite, même moi, j'en ai vendu à des clients. Le truc était généré automatiquement et c'était top. Maintenant, avec l'IA, tu peux faire pareil. Après, tu as les gens qui vont faire des applis un peu chiadées, qui vont utiliser des Et leur appli, ils ont besoin de compétences, de connaître qu'est-ce que c'est que SSE, qu'est-ce que c'est qu'un DNS, comment je peux accéder à WebAssembly, j'en sais rien. Ça peut t'aider à aller retrouver ces compétences que tu n'as pas forcément, ces connaissances que tu n'as pas forcément. Après, pour le gars qui fait les couches basses du truc, je pense que l'IA lui sert à rien parce qu'il a déjà les connaissances. Il ou elle a déjà les connaissances sur comment utiliser des sockets, des choses comme ça. Une partie de la question, c'est aussi est-ce que l'IA peut innover? Parce qu'au final, là, on parle aussi d'innovation. Aujourd'hui, l'IA est super pour copier, créer des choses qui sont standardisées, qui sont déjà existantes, mais innover, créer des nouvelles technologies. Comment est-ce qu'on va créer des nouvelles technologies? Est-ce que c'est les IA qui vont nous créer les nouveaux frameworks de demain, les remplacements de Spring Boot, machin, Quarkus, etc., ou encore plus bas niveau? C'est là où effectivement on va retrouver un nouvel équilibre parce que je pense que pour le coup on en est quand même un peu loin à ce que l'IA innove. L'IA, bon, elle tripatouille des choses, mais de là à innover réellement comme on peut savoir le faire, ce qui n'est pas simple. Elle va t'aider à innover parce que finalement tu as plus de temps pour essayer plein de choses. Voilà. Donc c'est un peu de l'automation, mais l'IA a innové. Alors je sais que dans le domaine de la biologie et de la chimie, ça a permis de trouver de nouvelles molécules, des choses comme ça. Mais
Je pense que alors l'équivalent du prompt, je sais pas comment ça marche dans ce domaine-là, mais c'est quand même des humains qui l'ont initié. Ça part d'un besoin. Et après, sur le nombre de choses générées, il s'est trouvé que de manière aléatoire, il y a des choses qui étaient intéressantes, qui étaient novatrices, mais il faudrait que l'IA soit pensante. On en revient au problème que l'IA, elle va pas réfléchir, tiens, je vais résoudre tel problème et donc je vais me mettre dans une démarche de résolution du problème, etc. Il faut lui donner la direction pour qu'aujourd'hui... Ou il te faut une méthode de crible qui... Ouais. En fait, il te faut une fonction de scoring qui dit ça c'est mieux que ça. Ou... Pour l'instant, on en est encore loin. Donc là, pour l'instant, on a encore quelques années devant nous, certainement. Et ça, c'est un truc que je sais pas, parce que quand tu dis... Non, mais tu dis, est-ce que les frameworks sont encore utiles? Est-ce que les middleware c'est encore utile? Ou est-ce que à un moment, l'IA, tu dis, moi, je veux faire ça, et puis il va t'écrire aussi le bout de Apache HTTPD pour hoster le web. Même chose pour les no-code, low-code, quoi. Toutes ces plateformes de low-code, no-code, est-ce qu'on a vraiment besoin Parce que l'IA, même, souvent chez un client, on a fait migration d'un projet low-code, no-code à un truc Spring Boot, quoi. Et ça l'a fait super vite et tellement bien, et vraiment bien. Parce que le problème des no-code, low-code, c'est aussi... C'est ça. C'est la maintenance. Parce que si tu ne passes pas sur des frameworks, sur des choses qui sont standardisées et tout ça, quand tu as des security fixes, tu le sais pas en fait, tu sais même pas que si tu réécris systématiquement tout from scratch depuis le début, va découvrir tes failles de sécu, tes machins, etc. Alors, il y a des outils, bien sûr, mais je le dis pas, mais voilà, c'est plus difficile que juste de dire, il y a une alerte de sécurité sur le framework Tartampion, faut que j'upgrade dans telle version. Donc c'est tout cet équilibre-là qui effectivement, est-ce qu'on fait du code jetable, est-ce qu'on fait du code complètement écrit mais qu'il faut maintenir en permanence, est-ce qu'il faut... c'est un peu toute cette logique-là. Ouais. Bon, on est parti très philosophique là, mais en même temps c'était vers la fin de l'épisode. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose que vous vouliez, soit un résumé, un point clé, soit quelque chose qu'on n'a pas touché, que vous voulez toucher? Pour les gens qui sont passionnés par leur métier en informatique, parce qu'il y a des gens qui font de l'informatique, mais pour eux, c'est pas forcément une passion, et le soir, ils n'en feront pas, le week-end, ils n'en feront pas. Et pour les gens qui sont passionnés par ça, ou pour ceux qui ont une réelle envie d'évoluer, d'apprendre, c'est de coder des applications autour de ça. Pas d'utiliser, par exemple, Copilot, ou alors d'utiliser Copilot, s'aider à créer une application qui va elle-même utiliser un modèle. Et voir comment implémenter du RAG, voir comment implémenter soi-même son chunking, son calcul de distance entre vecteurs, etc. Parce que ça apprend pas mal de choses. Moi, je me suis remis plusieurs fois en question là depuis plus d'1 an. Et par contre, ça permet de vachement mieux comprendre comment les LLM fonctionnent. Pourquoi ça va t'aider après même pour utiliser ChatGPT directement à faire de meilleurs prompts. Et puis alors, il y a une littérature pas possible. C'est même sur la façon de prompter, il y avait des trucs je connaissais pas, j'utilise tout le temps, mais il y a ce qu'on appelle les métaprompts par exemple. Moi, je n'avais jamais entendu parler. C'est juste entre crochets, tu commences par alors tous les modèles l'acceptent pas, mais tu dis as a poem ou for kids. Et ça te change complètement la façon dont est générée la réponse. Donc, moi, mon conseil, c'est coder autour de ça pour le maîtriser et comprendre en fait comment ça marche et comment mieux l'utiliser. Et puis je me tais parce que je suis une bonne. C'est ok. T'as le droit. Moi de mon côté, je dirais plus, faut être curieux en fait. Maintenant, je pense qu'il y a tellement d'outils, tellement de choses, tellement de manières de faire. Faut être curieux, faut utiliser ces outils. Dans le sens, tellement d'outils, c'est vrai qu'il y a c'est les élèves, c'est les assistants, mais il y a tellement d'assistants, Cursor, Windsurf, GitHub Copilot, les trucs par, c'est quoi, Command Line par exemple, en ligne, des petits modèles, des grands modèles. Et donc en fait, trouvez quelle chose fonctionne bien pour vous, mais soyez curieux et vraiment essayez des choses. Et pour moi, le plus on essaye de prompter, plus on utilise ces outils, le mieux on va être, et le plus efficace on va être avec ces outils. Mais pour moi, ça fait partie de mon quotidien et pour mes équipes aussi. Et nous, c'est centré dans notre manière de travailler. Pas seulement que pour les développeurs, mais pour tout le monde, que ce soit designer, que ce soit delivery, Scrum Master, business, ça fait partie en fait de notre quotidien. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que je pourrais passer 24 heures par jour à juste lire les nouveautés, les nouvelles, essayer tel outil sur l'IA. Donc il
il y a un côté difficile du flux de la lance de pompier et de se dire est-ce que je vais pouvoir boire Donc, tout ça, moi, quoi. comme je fais ça, souvent, je suis dans des groupes avec mes amis, et puis chacun, on échange en fait l'information. Donc, c'est pas que moi qui vais essayer, c'est, ah tiens, mon ami, il a essayé cet outil-là, il me donne du feedback, moi, je vais essayer ça. Et puis, il y a mon outil que j'utilise au quotidien, qui est Copilote. Mais en même temps, je vais passer un peu de temps à explorer d'autres outils et prendre du feedback et voir si potentiellement ça pourrait remplacer mes outils. Parce que ça évolue tellement vite, en fait. C'est Le ça. réveil techno continu là pour ce genre de choses, effectivement, ça nécessite un temps d'adaptation et de compréhension et au début en plus on n'est même pas efficace, enfin c'est toujours le même truc, hein, ça s'apprend donc au tout début j'ai vu la machine faire des choses pendant très longtemps avant de me dire non bon jette tout et merde j'ai perdu 30 minutes, j'aurais fait plus vite moi-même, mais voilà Ouais. ça s'apprend. Ouais, il y a Emmanuel qui dit est-ce que je sais pas un Jean AI pour faire le résumé. Ouais, après, en fait, j'ai pas passé moi la barrière de la confiance encore à est-ce que le résumé est valide? C'est-à-dire que bah, vous le savez, peut-être vous avez le sniffo test du lien à pas cliquer parce que ça va être un malware que vos parents n'ont pas, par exemple, ou que votre famille classique n'a pas. Du coup, il y a ça. Et du coup, je l'ai pas passé encore. C'est-à-dire que je vais utiliser le résumé. Et par contre, je vais quand même du coup lire l'article entier, peut-être un peu plus vite pour voir s'il n'y a pas des bêtises. Donc, c'est vrai que je l'ai pas industrialisé ça, mais ça, dans certains cas, ça a aidé, y compris à écrire le squelette de cette interview qui a été pas mal désossé, démembré, mais au final, on a parlé de tous les sujets qu'on voulait. Donc ça m'a accéléré ça. Donc ça, c'est super. Pareil pour certains articles où on copie-colle l'article et puis on lui demande donne-moi 10 points, 10 points clés. Après, moi, je rajoute ma sauce. Voilà. Donc ça, c'est des accélérateurs. Après, d'avoir un agent qui regarde toutes les news sur votre feed préféré, qui te détecte celui qui est la mieux, etc. Ouais, peut-être c'est bientôt. Je pense qu'il y a du cet écrivain là, Gibson, qui avait cette approche-là où les gens écrivent leur propre machin pour automatiser 99% de la gestion des flux qu'ils ont en tant qu'humain, quoi. On verra. Ok, bon, on finit là. Merci d'être resté une demi-heure de plus que prévu. Et puis, j'espère que ça vous a plu, messieurs et mesdames, les lecteurs, du coup, je sais plus, auditeurs, Ouais, c'est ça. vidéoteurs, Les spectateurs. spectateurs. C'est ça, la prochaine fois, on va le faire dans une salle. On va louer l'Olympia ou un truc comme ça. Chiche, on le fait au Palais des Congrès. Ah, On ouais. est... Bon, bah super, merci à tous. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées de sujets, écoutez, envoyez-les. Là, ça m'a bien motivé pour essayer de faire plus d'interviews qu'avant. On va voir si la bande passante suit, par contre. Voilà. Ciao tout le monde. Merci. Ciao. À Bientôt. bientôt. Salut. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com, podcastthem.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.